Bonjour à tous. Pour ceux qui m'auraient peut-être encore pas rencontré avec les candidatures qui se font de manière dématérialisée, donc je suis Laetitia Belot. Je suis votre coordinatrice aux relations internationales, donc pour votre mobilité en Amérique du Nord ou en Océanie. Merci d'avoir répondu présent. Comme vous pouvez le voir, cette conférence est filmée et enregistrée. Donc du coup, si vous voulez vous concentrer sur ce qu'on vous dit plutôt que de prendre des notes, je vous enverrai un lien un petit peu après la réunion où vous pourrez réécouter à votre guise toute la conférence. Et j'enverrai aussi mon PowerPoint. Et il y a ici 4 étudiants présentes qui ont gentiment accepté de venir vous raconter leur mobilité, donc Canada, US, Australie et Nouvelle-Zélande. Donc pareil, sauf si elles ne sont pas d'accord, je vous enverrai leur présentation. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, premièrement, vos contacts dans le service, en dehors de moi-même. Donc, il y a Pauline Dutheil. Elle ne vous a pas encore contacté. Donc, c'est la gestionnaire des bourses. Bourse de la région. Bourse AMI, qui est l'aide à la mobilité internationale pour les boursiers, ceux qui sont boursiers sur critères sociaux, boursiers du Crous. Et les responsables académiques, 2 seront normalement présents aujourd'hui. Il s'agit de Marie Moreau, qui est responsable académique pour le Canada, et Monsieur Pellerin, qui est responsable académique pour les États-Unis, donc uniquement pour les facultés des langues, lettres et philosophie. Monsieur Rive, qui est responsable académique toute faculté pour l'Océanie, et Georges Cavalier, qui est responsable académique Amérique du Nord pour la faculté de droit et l'IAE. Alors, vos contacts dans les facultés, notamment pour tout ce qui est pédagogique, ce n'est pas moi qui peux vous dire ou beaucoup vous conseiller ou vous aider pour tout ce qui est notamment choix de cours. Donc, selon les facultés, le fonctionnement peut être un petit peu différent. Donc, pour l'IAE, c'est Astrid Robert, ici présente, qui centralise et qui gère vos choix de cours, qui sont revus et validés par l'une des responsables de l'international, Noémie Dominguez. Donc ce choix de cours, je vais y revenir, mais il est bien sûr à faire le plus rapidement possible et surtout avant votre départ. Pour les juristes et les étudiants de sciences politiques, donc en droit, votre tutrice, c'est Chiara Neri. Pour les étudiants en sciences politiques, vous écrivez directement au pôle international de la faculté de droit. Pour la faculté, j'ai pas changé le nom, des humanités. Donc pour les géographes, historiens et étudiants en lettres modernes, c'est Madame de Biaggi. Et donc la gestionnaire de scolarité de votre diplôme, de votre année en cours. Pour les étudiants d'Infocom, toujours Madame de Biaggi, le secrétariat Infocom et votre responsable de master également. Et pour les philosophes, ce sera Monsieur Renaudy et votre gestionnaire de scolarité. Pour la faculté des langues, pour les étudiants en LEA qui partent au Canada ou en Nouvelle-Zélande, c'est Marie Moreau. Pour les LEA qui partent aux US ou en Australie, c'est Monsieur Pellerin. Pour l'ensemble des LLCR, c'est Christopher Delogou. Et la coordinatrice administrative, donc ce sera Julie Agier. Et enfin, pour les étudiants de l'IUT, votre seule interlocutrice est Barbara Sebelon. Donc là, vous en êtes... je vais repasser rapidement sur la nomination et l'application form parce que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez fini ou vous l'avez déjà bien commencé à ce stade de l'année. Donc, je vous ai nominé auprès des partenaires et ensuite, soit moi, soit le partenaire directement, vous avez donc reçu par mail un lien vers leur application form qui est 99% du temps à faire en ligne sur une plateforme. Donc bien respecter les deadlines imposés par l'université partenaire. Si vous n'avez rien reçu, mais je pense à peu près avoir fait bien le suivi, normalement vous avez tous reçu cette application form. Après, vous avez aussi quand même tout ce qui est logement. Donc, vous êtes responsable de votre recherche et de votre réservation de logement. Bien sûr, je suis là, mais surtout le partenaire pour vous aider, pour vous accompagner dans cette recherche. La plupart de nos partenaires vous proposent des logements sur le campus.
ou parfois hors campus. C'est souvent moins cher d'être hors campus, mais il faut faire attention. Ça peut être plus cher, et puis surtout, selon là où vous êtes, il n'y a pas un système de transport en commun comme à Lyon. Donc, si vous préférez un logement hors campus ou vous n'avez pas le choix, faites attention à ne pas vous retrouver trop loin pour aller en cours tous les jours. Ça peut vite être compliqué. Donc, vous assurez que, soit vous aurez une voiture, soit il y a un bus ou quelque chose qui peut vous emmener facilement et rapidement sur le campus. Donc bien checker sur les sites des universités ou si le partenaire vous l'a envoyé, le calendrier de rentrée, et puis tout ce qui est Integration, Orientation Week ou Days. Normalement, tous les partenaires vous proposent ça. C'est important d'y assister dans la mesure du possible, parce qu'ils vont vous faire visiter le campus, vous présenter les associations. Ça va vous permettre de rencontrer d'autres étudiants, de rencontrer le Study Abroad Office. Arriver après, un petit peu compliqué, un peu plus votre intégration sur place. Et puis bien consulter. Je pense que ça c'est en cours pour tous, les catalogues de cours sur les sites des universités partenaires. Donc voilà, vous êtes en train de constituer votre application form. Vous devez donc l'envoyer au partenaire. Parfois, c'est vous qui êtes en charge de l'envoyer vous-même. Parfois, c'est moi. Parfois, vous m'envoyez tous vos documents et c'est moi qui upload tout sur la plateforme du partenaire. Chaque université a un petit peu sa propre méthode. Donc bien respecter les deadlines, attention à ça. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir vers moi, parce qu'ils sont quand même assez stricts sur les dates limites. Et si vous avez un doute sur des documents, vous n'hésitez pas aussi à me demander ou à me les envoyer. Je peux jeter un coup d'œil. Voilà, juste ne me l'envoyez pas le jour de la deadline, que j'ai un petit peu de temps pour vérifier, et que si jamais il y a une modification à faire, bien vous ayez le temps de la faire tout simplement. Donc pour les bourses, je vous disais, donc Madame Dutheil, qui est notre gestionnaire de bourse, va vous recontacter normalement au mois de mai pour vous donner vos accès pour la bourse, donc BRMIE, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc tout se dépose sur le site, la plateforme de la région. Vous verrez, c'est assez simple. Vous avez un certain nombre d'informations déjà sur notre site internet, dans la rubrique internationale, partir à l'étranger. Vous avez une rubrique finance et vous avez les bourses d'études long séjour qui vous donnent un petit peu les démarches, les documents qu'on va vous demander pour que vous touchiez bien la bourse. Si vous avez un doute, pareil, n'hésitez pas à plutôt voir avec Madame Dutheil directement. Et donc pour la bourse AMI, ce sera un petit peu plus tard. Vous serez déjà sur place, mais ça se fait en ligne de toute façon. Il n'y a pas de problème. Les deux aides sont bien sûr cumulables. Et juste pour rappel, les étudiants qui partent en certificat pro avec l'IAE ou les DU de droit ou de sciences politiques ne sont pas éligibles à la bourse de la région. C'est la région qui finance uniquement les étudiants qui partent en diplôme national. Malheureusement, on n'a pas notre mot à dire sur le sujet. Donc le choix des cours, important à faire là assez rapidement en ce moment même. Donc bien regarder les équivalences. Donc vous avez tous une maquette de votre diplôme que vous êtes censé suivre à Lyon 3 l'année prochaine. Donc il faut essayer de faire correspondre le plus possible avec les cours proposés par l'université partenaire. Donc en dehors du Québec, normalement, vous avez vu, vous faites du pick and choose en fait dans les catalogues de cours du partenaire. Vous suivez pas un diplôme spécifique chez le partenaire. Il y a qu'au Québec où là, si c'est un peu plus fléché, où vous suivez vraiment un programme d'études particulier. Je pense notamment au LEA, où vous êtes obligé de piocher un petit peu, entre votre matière d'application, votre langue A, votre langue B. Vous devez piocher dans plusieurs départements, voire plusieurs facultés.
Donc au niveau du nombre de crédits, sans surprise, c'est 60 crédits européens à l'année ou 30 au semestre. Donc l'équivalent, ça fait l'équivalent d'un étudiant local à temps plein, donc environ 4 cours par semestre. Ça peut parfois être plus, ça peut parfois être 5 cours, ça c'est votre faculté qui vous le dira, ça peut parfois être moins, notamment dans les cadres parfois de départ en M2, ça peut être seulement 3 cours. Donc ce choix de cours doit être validé par votre tuteur, par votre faculté, bien sûr par le partenaire. Parfois, on me demande s'il est possible de prendre des cours supplémentaires. C'est assez déconseillé, parce que vous allez voir, la charge de travail dans ces pays anglo-saxons est supérieure à la France. Vous avez moins d'heures de cours, mais beaucoup plus d'heures de travail. Donc, les partenaires estiment que c'est pas une bonne idée. Vous allez déjà découvrir un nouveau système académique dans une autre langue, avec plus de travail. Donc, concentrez-vous plutôt sur vos cours obligatoires. Et par ailleurs, en plus, vu que vous êtes étudiant en échange, déjà vous ne payez pas les frais de scolarité, donc ces cours supplémentaires, la plupart du temps, ils vont vous dire éventuellement oui, mais ce sera en plus payant. Donc voilà, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Vous allez bien sûr, donc vous le savez, vous restez étudiant de Lyon 3. Comme je viens de le dire, vous ne payez pas les frais de scolarité dans l'université partenaire, mais vous les payez ici à Lyon 3. Donc vous restez étudiant de chez nous, parce que vous ne validez pas de diplôme là-bas. Vous validez un diplôme ici à Lyon 3. Donc il va falloir penser à vous réinscrire. On a déjà eu des cas d'étudiants qui sont partis et qui ne sont pas réinscrits. Donc ça pose un petit peu problème pour valider l'année à leur retour. Donc vous attendez mon feu vert. Je vous dirai courant juillet quand ce sera possible. Il faut que j'attende les listes de toutes les facultés, comme quoi vous avez bien validé. Puisque la condition pour votre départ aussi, c'est bien sûr que le partenaire vous accepte, mais aussi que vous validiez votre année en cours. Voilà. Et donc pour l'inscription à Lyon 3, n'oubliez pas les démarches pour les admissions en master, et pour l'inscription administrative, même si vous n'êtes pas là l'année prochaine, vous devez quand même payer les frais CEVEC. Pour tout ce qui est santé, donc la plupart du temps, le pays où votre université d'accueil va vous obliger à prendre leur propre assurance. Donc pour ce qui est du Québec, il y a une entente entre la France et le Québec avec un formulaire, le SE 401Q106. Il me semble que je vous enverrai au mois de juin. Donc vous avez, vous, une partie à remplir, moi j'ai une partie à remplir, et ensuite il faut l'envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie qui a sa partie à remplir, et vous arrivez au Québec avec ça, et vous serez affilié donc à la RAMQ, qui est le régime d'assurance maladie du Québec, sans frais supplémentaires. Pour les étudiants qui partent en Ontario, donc c'est assurance obligatoire, qui s'appelle UHIP, University Health Insurance Plan. Pour les étudiants qui partent aux États-Unis, là ça dépend. Quasiment la majorité des universités américaines vous demandent de prendre leur assurance. Si vous voyez qu'ils vous proposent un insurance waiver, je vous conseille de le prendre, parce qu'une assurance internationale en France coûtera moins cher qu'une assurance américaine. Mais voilà, je crois qu'il reste très très peu d'universités américaines qui vous offrent encore cette possibilité-là. Et il faut bien que l'assurance que vous allez prendre couvre bien les mêmes plafonds que celle de l'assurance américaine. Pour les étudiants qui partent en Australie, donc pareil, assurance obligatoire, l'OSHC, Overseas Health Cover. Donc ça, le partenaire australien va de toute façon vous faire un mail avec leur acceptance, leur offer, où ils vont vous dire qu'il faut prendre l'OSHC. Ça va vous couvrir pour toute la durée de votre échange. À votre arrivée, vous demandez bien votre numéro d'assurance, de sécurité sociale. C'est pas systématique, mais les médecins pratiquent parfois le tiers payant, donc ce qu'ils appellent le bulk billing, et du coup vous n'aurez pas avancé les frais. Cette assurance est obligatoire pour les étudiants qui partent un an et qui prennent le visa étudiant subclasse 500. Voilà, le fameux visa à $1 600 australiens dont je vous ai parlé. Pour ceux qui partent en Nouvelle-Zélande, c'est pareil, c'est assurance maladie obligatoire qui s'appelle Student Safe University. Voilà, je crois vous avoir à peu près tout dit sur tout ce qui est assurance. Les étudiants qui sont là auront peut-être des choses à ajouter pour me compléter ou me corriger.
Donc à votre arrivée, vous allez donc vous inscrire à l'université d'accueil, mais enfin vous inquiétez pas, vous allez être accompagné bien plus qu'ici d'ailleurs pour toutes vos démarches. Vous allez certainement, donc vous allez arriver avec un plan de cours validé qui va très certainement être modifié, bousculé à votre arrivée, parce qu'il y a des cours qui vont être fermés, des cours qui vont être pleins, des cours qui vont se chevaucher. Vous allez trouver d'autres cours qui finalement vous conviennent mieux, donc c'est tout à fait normal, c'est pas grave. Vous aurez une deadline imposée par le partenaire qui va vous dire vous avez jusqu'à telle date, voilà, une add and drop pour modifier vos cours. Il faut bien penser à renvoyer par mail votre nouveau choix de cours à votre tuteur, à votre faculté, impérativement. Voilà. Vous allez aussi envoyer vos premiers documents pour obtenir la première partie de la bourse. Donc, il s'agit d'un certificat d'arrivée. C'est un document que vous trouvez sur le site de Lyon 3. Un certificat comme quoi vous êtes bien arrivé, qui était assigné par mon homologue sur place. Voilà, vous aurez la même chose à faire pour votre fin de mobilité. Et ce certificat d'arrivée, en fait, il va vous permettre de toucher les 75 premiers % de la bourse de la région. Hein. C'est pas quelque chose qui va tomber tous les mois, donc attention à ça. Ne comptez pas trop non plus sur cette bourse à votre arrivée quand vous allez vous installer, parce que le temps que vous envoyez le certificat d'arrivée et que la région fasse le versement, autant vous dire que vous serez déjà installé depuis un petit moment. Voilà, c'est comme ça, mais ça ne sera pas à votre arrivée que vous toucherez la bourse. Et les 25% restants de la bourse de la région, vous les aurez à votre retour, une fois que vous aurez renvoyé à la région un petit rapport de votre séjour, où on va vous demander un petit peu comment ça s'est passé au niveau des cours, du logement, des petites choses comme ça. Donc un rapport de 2 pages, assez facile et rapide à faire. Pour la bourse AMI, donc la bourse du Crous, aide à la mobilité internationale, si vous partez au premier semestre, le versement aura lieu en janvier. Pour un départ à l'année, c'est 1 ou 2 versements en janvier et ou en avril. Et pour un départ au second semestre, le versement a lieu au mois d'avril. Je vous demanderai dans vos mails que vous m'adressez à moi ou même à vos tuteurs, ou à vos facultés, etc. Vous êtes, comme vous pouvez le voir, et vous n'êtes pas tous là aujourd'hui, vous êtes très nombreux à partir, donc je me souviens malheureusement pas toujours de tout le monde. Donc si vous pouvez juste me faire un récapitulatif, votre nom, votre prénom, votre diplôme, dans quelle université vous êtes, s'il y a eu plein d'échanges de mails avec d'autres personnes et que vous me transférez à moi parce que la personne ne peut pas vous aider, faites-moi un petit récapitulatif, parce que des fois quand il faut que je lise toute une suite de mails, c'est un peu compliqué de comprendre quel est le problème. Je pense être réactive, mais n'hésitez pas à relancer. Voilà, que ce soit pour moi, votre faculté, vos tuteurs, etc. Si vous voyez que vous n'avez pas de réponse et que vous avez des impératifs de deadline, faut pas hésiter. Vous relancez poliment, il n'y a pas de problème. C'est normal qu'on vous réponde quand même. Voilà, restez vous aussi connectés, parce qu'on va rester en contact avec vous tout au long de l'année. Donc, essayez de consulter régulièrement votre boîte mail universitaire. Et n'hésitez pas à me contacter aussi. C'est pas parce que vous êtes à l'étranger que je reste votre coordinatrice ici. Donc, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail en cas de besoin, ou même un petit mail pour me donner des nouvelles, pour me raconter. Voilà, ça me permet d'avoir plus d'infos et de mieux briefer les futurs étudiants. Pour ce qui est des relevés de notes, donc vous recevrez à la fin de votre semestre ou de votre année d'échange un relevé de notes de la part du partenaire. Donc c'est variable, soit il vous le donne à vous, soit il me l'envoie à moi directement. Parfois, il faut que vous le demandiez. Parfois, vous aurez un relevé de notes non officiel. Normalement, ça marche pour la conversion des notes auprès de votre faculté, mais parfois, c'est même payant dans certaines universités. Voilà, dans tous les cas, il nous faut votre relevé de notes. Donc, il faut me le transmettre à moi et à votre personne de contact dans la faculté, parce que c'est la faculté qui va faire la conversion, hein, c'est pas moi. Moi, je suis là pour centraliser et pour archivage. Voilà, mais c'est votre faculté qui a une grille de conversion qui est disponible. Vous pouvez la demander, hein, bien sûr, pour voir comment sont converties vos notes. C'est voté en conseil de faculté. Voilà, faut laisser un petit peu de temps, hein, bien sûr, à la personne pour la convertir. Donc, anticipez si vous en avez besoin pour des candidatures de master, pour d'autres universités ou pour d'autres raisons, pour un travail, etc. Voilà, donc les bourses, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus.
Donc à votre retour, n'hésitez pas si vous êtes un petit peu, si vous avez un petit peu le blues, si vous n'arrivez pas trop à valoriser cette super expérience pour trouver un stage, un travail, un master, etc. À prendre rendez-vous avec le BAIP qui fait des rendez-vous, notamment de valorisation du CV justement. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. À prendre contact avec nous aussi à votre tour, si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Donc au niveau de la vie sur le campus, comme vous devez le savoir, ce sont des universités immenses, de la taille d'une ville la plupart du temps. Vous aurez normalement des résidences universitaires sur tous les campus. Parfois, il manque de place. Certaines universités manquent de place pour loger tout le monde. Donc là, on vous proposera des logements hors campus. Il y a certaines universités, notamment celle de New York, qui n'ont pas de campus parce que situées en plein Manhattan, par exemple. Donc eux auront que des logements off campus. Voilà. Donc, ce sont des universités avec beaucoup de moyens en termes d'infrastructures, que ce soit les bibliothèques, les infrastructures sportives, la vie associative aussi, notamment en Amérique du Nord et même en Océanie, est vraiment très, très importante. N'hésitez pas à rejoindre des associations pour rencontrer du monde, pour vraiment vous imprégner de la culture locale et profiter un maximum de votre expérience. Pour ce qui est du logement, je pense que les étudiants qui sont là vont vous donner un petit peu leur avis sur comment ça s'est passé pour eux en termes de logement. Mais voilà, je vous partage juste quelques petits tips que m'ont donné des anciens sortants. Donc en Nouvelle-Zélande, normalement, vous avez des résidences étudiantes sur les campus. Une fois que Auckland ou Victoria vous ont accepté, ils vous donneront les informations sur ces possibilités de logement. Les tarifs d'une coloc en Nouvelle-Zélande, c'est de 550 à 800 $ néo-zélandais par mois. Des sites pour chercher des logements, il y a TradeMe, Flatmates, Auckland Homestays, donc des familles d'accueil, Vic comme Victoria, Flatmates Wanted Wellington. Pour les États-Unis, vous avez un équivalent du Bon Coin qui est Craigslist. Après, vous avez, en attendant par exemple de trouver un logement, ou si vous arrivez un petit peu avant et que votre logement sur le campus n'est pas encore disponible, vous pouvez prendre bien sûr un Airbnb. Il y a les auberges de jeunesse, donc tout ce qui est réseau Hosteling International. Quoi d'autre? Au Canada, au Québec, l'équivalent du Bon Coin, c'est Kijiji, donc K-I-G-I-G-I. Craigslist, encore une fois, pour le Canada francophone et anglophone. Rentseeker, student.com, roomies.com. N'hésitez pas aussi, Facebook pour ça est quand même pratique. Vous avez plein de groupes d'étudiants. Chaque université partenaire a un compte Facebook aussi où ils vont vous donner justement plein d'infos et pas mal de tips sur les logements. Pour l'Australie, vous avez divers sites comme Gumtree, Flatmates, Inner Sydney, Housemates pour ceux qui partent à l'université de Sydney ou à celle de New South Wales. Voilà, pareil, donc Facebook, encore une fois, la marketplace de Facebook. Les loyers se payent à la semaine en Australie, contrairement à chez nous. Voilà. Vous avez aussi les groupes, je vous avais envoyé par mail, mais si vous n'avez pas reçu ou... il faut que je regarde, d'ailleurs, j'ai pas accepté depuis longtemps. Vous avez des groupes Facebook pour chaque pays, avec les étudiants déjà partis, les anciens sortants, et aussi les étudiants entrants, c'est-à-dire les étudiants de vos futures universités qui sont en échange ici. Donc il y a 4 groupes à partir en échange au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Si vous ne retrouvez plus le nom du groupe ou si j'ai oublié de vous accepter... n'hésitez pas à me relancer. C'est vrai que j'ai tendance à un petit peu oublier de me connecter pour regarder s'il y a eu des nouvelles demandes. Et ça peut être pas mal pour échanger des informations avec les étudiants déjà partis et puis avec les Canadiens, Américains, Australiens qui ont fait un échange chez nous, qui sont en train de faire un échange cette année. Normalement, il devrait y avoir
une soirée d'organiser justement pour que vous rencontriez les étudiants entrants qui sont actuellement à Lyon 3. Je devrais avoir les informations la semaine prochaine, donc je vous les communiquerai par mail. Voilà, la soirée devrait se passer dans un bar près d'ici normalement. Donc oui, sur le système académique, je laisserai peut-être Marie que j'ai perdue, mais venir juste après. Juste un petit mot rapidement de ce qu'on en a dit. Donc, vous verrez, donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de travail à la maison par rapport à la France, mais moins d'heures de cours, beaucoup de lectures, beaucoup d'essays à rendre, chose dont vous n'avez pas forcément l'habitude. Voilà, vous verrez que les étudiants locaux sont beaucoup plus poussés par le haut, par les enseignants. Il y a beaucoup plus d'interaction pendant les cours, c'est beaucoup plus un échange entre enseignants et étudiants. Au début, c'est un petit peu compliqué de rédiger ses premiers essays parce qu'il faut vraiment argumenter, avoir la bibliographie, des références. Mais bon, vous avez pas mal d'encadrement, de tutorat qui est proposé si vous en avez besoin. Donc le nombre d'heures de cours, c'est 12 à 15 heures par semaine environ. Voilà, et vous verrez, donc ce qui est souvent apprécié, ce que me disent les étudiants, c'est vraiment la relation avec les enseignants qui est d'égal à égal, voilà, qui va beaucoup vous changer. Marie, peut-être tu veux venir dire un mot ? Bonjour tout le monde. J'ai beaucoup de choses à ajouter à ce qui vient d'être dit. Non. Oui, c'est ça. En fait, vous allez peut-être être surpris au moment où on vous demande de faire les choix de cours. Vous n'en avez pas beaucoup. C'est pareil pour toutes les composantes ? Que 4 cours ? Comme chez nous Oui, parfois 5, mais notamment au Canada. Malchanceux. Mais en tout cas, voilà, entre 4 ou 5 cours, ce qui paraît très peu au regard de vos emplois du temps que vous avez ici. Mais c'est parce que ça demande énormément de travail personnel. Donc, c'est des cours qui sont très prenants. Donc, ne cédez pas à la tentation, si vous en avez la possibilité, de prendre plus de cours en vous disant que ça ne va pas vous occuper. Ça va déjà bien vous occuper. Effectivement, le système anglo-saxon qui prévaut, c'est donner beaucoup de liberté à votre réflexion personnelle, à votre pensée, etc. Ce qui veut dire qu'il faut la nourrir, cette pensée. Donc, pour chaque cours, on vous demandera de faire beaucoup de lectures personnelles, de lire beaucoup d'articles, de faire beaucoup de travail. Et c'est ça qui prend beaucoup de temps. Et il faut le faire, sinon vous allez être mis en difficulté. Donc pour tout ce qui est essai, effectivement, vous êtes habitué à notre structuration très problématique, plan en 3 parties francophone. Là, vous pouvez oublier ça. Ça laisse plus de liberté à votre parole, mais ça veut dire aussi d'avoir du contenu. Et donc, il va falloir que vous lisiez beaucoup. Quand vous lisez un article, vous allez voir la bibliographie, vous lisez les autres articles de cette bibliographie, etc., etc. Au niveau du cours, les difficultés qu'expriment souvent les collègues qui vous accueillent dans les universités partenaires, c'est qu'ils vous entendent pas assez. Parce que vous êtes habitués à... Pourtant, on vous laisse toute la place en cours, je ne comprends pas. Mais vous êtes habitués dans le système français à pas prendre beaucoup la parole, à laisser beaucoup de place aux professeurs. Là, vous êtes, comme le disait ma collègue, vraiment dans un échange, ce qui veut dire qu'il faut que vous vous en saisissiez. C'est quelque chose qui pourra vous être reproché si vous restez trop dans votre coin et que vous n'intervenez pas. Ça veut dire dire les choses de manière respectueuse, hein, mais ça veut dire quand même exprimer votre pensée quand on vous y invite. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Sinon, une question qui revient souvent, les crédits, regardez pas les crédits quand vous faites vos choix de cours. On a notre propre système, ils ont leur propre système, donc... Regardez les contenus des cours, les petits intitulés de cours qui correspondent à ce que vos tuteurs ou vos tutrices vous ont recommandé, mais oubliez les crédits. Voilà, à chaque fois, vous êtes tous stressés, mais ça ne fait pas le bon nombre. On ne regarde pas ça. Voilà. Autre chose ? Non, je pense que c'est bien. Non ? Merci. Traînez pas avec les Français. Il y en a assez en France. Traînez avec les autres, ok ? Vous aurez tout le temps pour traîner avec les Français à votre tour. Profitez bien ! Merci Marie, merci. Ouais. Une petite chose que m'avait dit un étudiant qui était parti l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc ils sont très à cheval sur le plagiat, beaucoup plus qu'ici apparemment. Les essais sont systématiquement vérifiés dans des logiciels anti-plagiat. Donc ouais, inutile de... Ouais, faites attention à la triche.
Là récemment, j'ai une étudiante qui va pas pouvoir partir parce que voilà, il y a eu des documents demandés par l'université partenaire qui a été modifié. Le partenaire, moi je ne m'en suis pas rendu compte. Le partenaire s'en est rendu compte, donc elle ne part plus à l'étranger. Donc vraiment, on ne plaisante pas avec ça. Faites très très attention. Voilà, pardon pour cette parenthèse pas très fun, mais voilà, je tenais à vous le dire. Aujourd'hui, avec ChatGPT, etc., c'est tellement facile de tricher. Sachez que les partenaires ont des moyens financiers bien plus importants que nous et qui vérifient absolument tout. Voilà. Au niveau de l'argent, chose importante, je pense que la plupart du temps, c'est bien de vérifier, d'ouvrir un compte en banque local. Après, à voir selon votre banque et la carte bleue que vous avez. Hein. Je sais qu'il y a par exemple des systèmes comme Revolut où vous avez 0 frais, etc. C'est peut-être pas forcément toujours intéressant. Voilà, je sais qu'au Québec, les étudiants m'ont dit qu'il vaut mieux avoir quand même une carte de débit ou de crédit canadienne parce que tous les commerces n'acceptent pas forcément la carte internationale. J'ai remarqué aussi aux États-Unis, on paye beaucoup plus facilement encore en cash. La carte n'est pas forcément acceptée partout. Voilà. Après, vous avez des sites comme Capitaine Bank qui vous aident un petit peu à choisir votre banque, le type de carte bleue, etc., etc. Donc, regardez, notamment par rapport aux frais, etc. Pour tout ce qui est job et stage, donc vous aurez dans l'université partenaire, au Study Abroad Office ou ailleurs des offres, dans les Careers Centers Office, dans les Job Centers. N'hésitez pas à aller au-delà et à consulter la presse locale. Voilà, vous pourrez, vu que ce sont de grandes universités, travailler sur le campus. Hein, de toute façon, pour les États-Unis et le Canada, votre visa vous oblige à travailler sur le campus uniquement. Donc, dans les bibliothèques, peut-être donner des cours, être assistant de français, travailler dans les cafétérias du campus, par exemple. Donc c'est 20 heures par semaine pour les États-Unis et le Canada pour travailler. Pour l'Australie, il n'y a pas de limite de temps de travail avec le visa subclass 500. Pour la Nouvelle-Zélande, vous pourrez travailler sur le campus et hors campus uniquement si vous partez 1 an, pas pour les départs d'un semestre. Attendez un petit peu de vous être installé, de voir comment vous en sortez avec les cours, avec la quantité de homework quand même avant de prendre un travail. Je sais que c'est un semestre, une année qui coûte cher, mais si c'est pour travailler et échouer votre année, ça serait quand même dommage. Donc installez-vous, prenez le temps de vous intégrer, d'assimiler et peut-être seulement après, moi je vous recommanderais d'attendre genre, je sais pas, à peu près 1 mois avant de chercher un job. Mais bon, après, voilà... vous en aurez peut-être absolument besoin et vous allez peut-être le faire depuis le début, ce que je comprends parfaitement. N'hésitez pas à consulter les ressources qu'on met à votre disposition, hein, notamment une foire aux questions qui est disponible sur notre site internet. Donc, comme je vous disais, on va vous proposer bientôt une soirée pour rencontrer les étudiants qui sont actuellement en échange ici. Bon, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vrai que c'est un peu la fin de l'année. Là, c'est la période des partiels, donc... ils sont plus près du départ, plus que dans le mood de rencontrer des gens. Mais bon, ça peut être des étudiants que vous allez retrouver sur le campus au semestre prochain. Donc, c'est quand même intéressant pour eux comme pour vous. Donc, les pages Facebook, hein, celles que j'ai créées et celles des universités partenaires. Le site de la région aussi, qui vous donne des informations sur les échanges universitaires, sur la bourse. Consultez bien aussi les modalités d'entrée de votre pays d'accueil sur le site du ministère des Affaires étrangères. J'ai fait un petit mail sympathique aux étudiants qui partent aux États-Unis là il y a pas longtemps. Donc essayez d'en tenir compte. Par rapport à ce que vous publiez ou vous avez pu publier sur les réseaux sociaux. J'insiste vraiment là-dessus. Nettoyez vos réseaux sociaux avant de rentrer sur les territoires américains. N'hésitez pas sur place aussi à prendre contact avec l'Alliance française, le consulat de France ou l'ambassade de France, selon l'endroit où vous êtes. Là, vous trouverez donc les adresses des ambassades. Donc, il y a une ambassade honoraire du Canada à Lyon et une ambassade américaine à Lyon, mais ils s'occupent uniquement des Canadiens et des Américains.
Donc, vous, pour les visas, pour les États-Unis, vous prenez rendez-vous en ligne, mais il va falloir vous déplacer à Paris pour avoir un rendez-vous, un entretien avec un agent consulaire américain. Pour les autres destinations, par contre, ça se fait en ligne. Par contre, c'est très long. Donc, que ce soit en ligne ou pas, ne traînez pas dès que vous avez la lettre d'acceptation du partenaire. Donc, il faut bien attendre ça. Par contre, certains me demandent, est-ce que je peux déjà prendre mon visa ? Non, il vous faut absolument... le DS 2019 de la part des services d'immigration américains pour faire la demande de visa américain, l'aide d'acceptation du Canada et pareil pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sans ça, pas de visa étudiant possible. Donc attendez bien les lettres des partenaires. Voilà. Et dès que vous les avez, par contre, commencez bien les démarches. Je vous ai mis plus d'infos un petit peu plus loin là-dessus. Au niveau du budget, donc les 4 destinations sont relativement chères. Après, ça dépend un petit peu où vous êtes aussi, mais voilà, pour la Nouvelle-Zélande, il faut compter un petit peu moins de 2 000 € par mois. Le budget livre sera plus conséquent qu'en France, même si vous avez des solutions pour acheter des livres d'occasion d'anciens étudiants ou sur Internet également. Voilà, donc il y a des lieux de revente qui existent, évidemment il y a la bibliothèque, etc. Mais vous aurez quand même un budget livre un petit peu plus conséquent qu'ici. Pour l'Australie, ça va aussi dépendre où vous êtes. Sydney sera la ville la plus chère, suivie par Melbourne, suivie par Canberra pour finir par Perth. Mais voilà, ça reste des destinations quand même assez chères. Pareil pour le Canada, selon si vous êtes dans une petite ville ou une grande ville, le budget sera forcément pas le même. Si vous êtes à Toronto, ça sera beaucoup plus cher que si vous êtes dans une petite ville de l'Ontario, par exemple. Et pareil pour les États-Unis. Voilà, si vous êtes dans le Kentucky, dans le Missouri, ça sera moins cher que si vous êtes à Los Angeles ou à New York, forcément. Voilà, donc de 1 400 € à 2 400 €. Et après, ça dépend. C'est pareil, ça dépend aussi de votre train de vie. Si vous comptez beaucoup voyager, manger beaucoup dehors, si vous prenez ce que les Nord-Américains appellent le meal plan ou pas, voilà, c'est très aléatoire. Pour les étudiants qui partent au Canada, normalement, il y a des vols directs pour le Québec avec Air Transat. On m'avait conseillé un site internet, donc vous connaissez peut-être studentuniverse.com, qui propose des billets d'avion moins chers. Voilà. Après Google Flights, Skyscanner également. Il faut prendre un aller-retour de toute façon pour les exigences du visa. Si jamais vous ne connaissez pas votre date de retour, de prendre un billet modifiable ou alors voir avec moi ou le partenaire pour avoir la date de fin des cours. Je reviens sur le visa. Les slides ne sont pas dans le bon ordre. Donc là, vous avez les liens. Donc je vous enverrai par mail pour faire les demandes de visa. Petit rappel, j'avais dit par mail, mais pour l'Australie, pour ceux qui partent un seul semestre, vous avez la possibilité de ne pas demander le visa, le Student Visa Subclass 500 qui coûte 1 600 $ australiens. Et vous avez le Working Holiday Visa, le Subclass 417, que vous pouvez demander mais pour un seul semestre uniquement. Qui coûte quand même 650 $ australiens. Voilà. Pour le Canada, pour les étudiants qui partent un seul semestre, vous n'avez pas besoin de visa, ce que les Canadiens appellent le permis d'études. Vous pouvez le prendre quand même si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire. Par contre, pour ceux qui partent 1 an, c'est bien sûr obligatoire. Si vous avez entendu parler de quotas sur les visas, c'est plus applicable depuis cette année, Dieu merci, pour les étudiants qui partent en échange. Donc, si vous voyez sur le site du gouvernement canadien des histoires de lettres d'attestation provinciale, etc., vous n'en tenez pas compte. Il y a eu des étudiants malheureux cette année au Canada là, qui ont eu des difficultés avec ça. Mais voilà, heureusement pour cette année, ce ne sera plus le cas. C'est confirmé et officiel. Encore une fois, pour le Canada, pour ceux qui partent au Québec, il faudra, avant de demander le permis d'études, demander le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec, seulement pour le départ 1 année également. Et attention, pour les étudiants qui ne seraient pas français, il faut voir encore une fois sur le site du gouvernement canadien, donc je vous ai mis
le lien. Mais certains pays, il n'y aura pas d'accord avec le Canada et donc il va falloir quand même demander un visa même si vous partez un seul semestre. Voilà. Ou une autorisation de voyage électronique. À chaque fois, c'est précisé. Vous avez un questionnaire sur leur site, c'est assez bien fait. Vous renseignez votre durée de séjour, votre nationalité et ça vous dit de quoi vous avez besoin, si vous avez besoin d'un visa, d'une AVE, d'un permis d'études, etc. Donc pour les États-Unis, comme je vous l'ai dit, donc le document d'acceptation envoyé par l'université américaine s'appelle le DS 2019. Une fois que vous avez ce document, vous prenez rendez-vous en ligne sur le site de l'ambassade américaine à Paris pour avoir rendez-vous avec un agent consulaire. Le visa peut vous être envoyé par FedEx, mais il faut bien le demander lorsque vous faites la demande de rendez-vous en ligne. Sinon, il faudra retourner à Paris chercher votre visa. Vous aurez des frais à payer qui s'appellent SEVIS. J'ai oublié ce que voulait dire l'acronyme, Student Exchange Visitor. Enfin, ce sont des frais pour toute personne rentrant sur le territoire américain. N'hésitez pas à consulter le site de la commission franco-américaine Fulbright qui vous donne des informations sur l'obtention du visa, mais aussi sur les séjours. C'est assez bien fait. Voilà, n'hésitez pas. Vous avez pour l'Australie, il y a des vidéos YouTube ou sur Google, des tutos en ligne en fait pour vous expliquer comment faire la demande de visa. Voilà. Une dernière petite chose sur les lois, donc respectez bien les lois de votre pays d'accueil. Vous êtes sous visa, donc ils peuvent vous expulser si vous ne respectez pas la loi du pays. Donc attention notamment pour ceux qui partent aux États-Unis, pour boire de l'alcool, c'est 21 ans révolu. Voilà. Respectez également le règlement intérieur de l'université d'accueil, sous peine de travaux d'intérêt généraux, des choses comme ça. Voilà, ça fait longtemps que je travaille ici et j'ai vu des étudiants qui ont dû faire des travaux d'intérêt généraux, par exemple. Ne participez pas à des manifestations, s'il vous plaît. Pareil, sous peine d'être expulsé ou autres sanctions et conséquences. Voilà. Et puis, soyez à jour de vos paiements aussi. Voilà. Sinon, l'université partenaire ne nous enverra pas votre relevé de notes. Donc, sans relevé de notes, pas de validation de votre année. Voilà, je vais laisser, on prendra les questions après, je vais laisser la parole aux étudiantes qui sont gentiment venues aujourd'hui. On va faire dans cet ordre-là, on fait Canada, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. En premier, du coup ? Ouais. Allez-y, à vous l'honneur. Salut tout le monde. Du coup, moi, c'est Elodie. Je suis partie à l'université de Sydney l'année dernière, donc pour un échange d'1 an. Pour le contexte, je suis partie pendant ma dernière année de master. Je faisais le master Management et Commerce International de l'IAE. Et donc voilà, l'université de Sydney. Toutes les infos ne sont pas du tout dans l'ordre et il y a beaucoup d'infos caduques, donc je m'en excuse d'avance, mais Laetitia a tout très bien dit. Du coup, à commencer par le logement, tous mes logements, je les ai trouvés soit sur Flatmates, soit sur Facebook Marketplace. Il y a aussi tous les groupes Facebook qui sont pas mal. Voilà, les prix, c'est pour vous donner un peu une idée. Souvent, c'est cher. Les cautions, vous les reverrez peut-être pas, je vous le dis. Ça dépend des moments. On m'a gardé une caution vraiment pour rien. Enfin, bon, bref. Mais attention aussi, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, visitez vos logements autant que possible avant de verser quoi que ce soit. Voilà, si vous êtes sur place. Après, mon premier appart, je l'ai trouvé en sous-location avant d'arriver. Et ça s'est très bien passé. Mais voilà, et visitez aussi parce qu'il y a une énorme crise du logement à Sydney. Donc le marché est super tendu, donc c'est un peu compliqué des fois de trouver un logement. Mais ça va bien se passer. Et je vous conseille aussi les colocs, parce que déjà c'est super cher. Un studio, et en plus... Merci. Et en plus, du coup, vous rencontrez des gens, donc franchement, c'est très cool les colocs. Je recommande. Et si c'est avec des Australiens, encore mieux. Au niveau budget, je confirme qu'il faut un gros budget. Surtout si vous voulez voyager et tout ça. Perso, je pense qu'en y repensant, j'aurais pu prévoir un budget plus gros. Ce qui reste, surtout si vous restez 1 an, je vous conseille vraiment d'avoir un compte bancaire parce que déjà, si vous travaillez sur place, on va pouvoir vous faire des virements, ce sera beaucoup plus simple. J'étais à la Commonwealth, il y en a une autre, mais je me souviens plus le nom. En gros, il y a 2 grosses banques principales. Il n'y a pas de frais de gestion et tout, donc c'est très cool. J'utilise Wise pour transférer de l'argent, mais Revolut, ça marche très bien aussi.
Et attention, si vous partez, même si vous avez une option internationale sur votre banque, je ne sais pas pourquoi, mais ma carte bancaire a arrêté de fonctionner, la française. Donc toujours bien d'avoir 2 cartes, ça évite les galères. Au niveau des transports, en tout cas à Sydney et dans la plupart des villes en Australie, on paye au trajet. Donc ce qui est cool à Sydney, quand vous êtes en échange et pas étudiants internationaux, il y a une différence. Vous pouvez avoir la concession. Donc la concession, c'est une carte qui vous permet d'avoir des réductions, enfin d'avoir moins 50% sur tous les trajets. Donc c'est très cool, surtout quand on voit le prix. Pour le téléphone, pareil, je vous conseille d'avoir un numéro australien. De toute façon, vous en avez besoin pour créer un compte en banque. Voilà, les prix, c'est à peu près ça à titre informatif. Encore une fois, l'assurance santé, Laetitia en a parlé très bien. Et pour les courses, il y a plein d'endroits. Moi, j'aimais bien Aldi, Woolworths, c'était très cool, Coles. Kmart, c'est l'équivalent de Action. C'était vraiment très bien et très quali et c'était trop cool. Donc voilà, vous verrez. Pour l'alcool, c'est dans des magasins spécialisés. Il faut à tout prix votre carte d'identité quand vous y allez. Enfin, votre passeport ou tout ça. D'ailleurs, vous pouvez faire une carte d'identité australienne. Ça évite de trimballer votre passeport partout. Plutôt pratique. Et un permis de conduire aussi. Niveau visa, du coup, le subclass, ouais, les prix sont plus à jour. J'ai entendu $1 600. Quel enfer. Et du coup, je pense que ça a beaucoup changé du coup depuis que je l'ai fait. Mais moi, du coup, il fallait déjà le numéro d'OSHC, je crois. Enfin, l'assurance. En gros, vous avez un questionnaire, plein de documents à remplir. Et après, c'est assez rapide. Les empreintes digitales, du coup, je sais pas si du coup c'est toujours à jour ou pas. Moi, par exemple, j'étais au Mexique et j'ai dû aller donner mes empreintes. Mais selon les pays où on était, par exemple, l'Espagne, il n'y avait pas besoin. Maintenant, du coup, peut-être que ça a changé. Et après, par contre, c'est assez rapide. Mais je pense que ça dépend des périodes. Surtout ceux qui vont demander le Working Holiday Visa. Faites super gaffe parce qu'il y a des périodes en grosse tension et du coup, ça peut prendre du temps de traiter votre demande. Normalement, vous aurez votre visa à temps, mais voilà, traînez pas. Voilà, et pareil, les histoires de travail, du coup, je pense que ça a un peu changé depuis. Moi, c'était 48 heures par quinzaine, donc... Non, ça doit être les miennes qui sont pas à jour, ça change beaucoup. Donc, n'hésitez pas à regarder, de toute façon, sur les sites... sur le site du gouvernement australien, ils mettent tout à jour tout le temps. Donc voilà, même des fois, quand vous êtes sur place, ça change. Donc, faites attention, si vous avez des contrats de travail, à pas vous retrouver hors la loi... sans le vouloir. Au niveau du travail, déjà, ça sera sûrement nécessaire niveau budget, mais surtout, c'est un très bon moyen aussi de s'intégrer dans la culture, d'apprendre à parler anglais, surtout si vous n'êtes pas encore bilingue. C'est vraiment cool. Perso, je travaille dans un petit café australien, enfin un petit café très chic, très esthétique, voilà. Très mignon, et du coup j'avais rencontré plein d'Australiens, c'était trop cool. Et niveau administratif par contre, faut demander un tax file number, donc en gros c'est juste, c'est gratuit, hein, c'est un truc administratif, c'est juste pour que vous puissiez payer vos impôts. Et un compte superannuation, ça vous verrez avec la banque et tout ça, vous verrez sur place. En gros, ça permet de récolter une partie des taxes que vous payez. Je suis pas experte là-dessus, et vous pouvez en récupérer une partie quand vous repartez, parce que il y a des taxes que l'Australie considère que vous n'avez pas payées. Par exemple, évidemment, vous n'avez pas cotisé pour une retraite ou pour la reconstruction du pays, vu que quand vous partez, vous n'êtes pas australien. Voilà. Et mes petits conseils aussi pour travailler. Vous pouvez passer des certifications qui peuvent être super utiles et vous donner accès à des emplois plus cool. Par exemple, le RSA, c'est pour tous les travaux en contact avec de l'alcool, donc travailler en bar, travailler en restauration, tout ça. Et la white card, c'est la même chose, mais pour la construction. Et du coup, après, il y a des agences, par exemple, il y a des agences un peu intérim, événementielles. Ça existe en France aussi. Et en Australie, il y a beaucoup de gens qui utilisaient ça. Du coup, on peut travailler assez souvent et c'est plutôt bien rémunéré. Voilà, par contre, vous pouvez vous faire virer à tout moment. Ça m'est arrivé. Donc voilà, c'est flexible, mais un peu dans tous les sens du terme, quoi. Mais ça va le faire. Au niveau des cours, Laetitia l'a très bien dit, il y a beaucoup de cours. Les méthodologies sont super différentes. Les références, le plagiat, je peux que vous dire que c'est super important. Par contre, le campus à Sydney est génial. L'université est super grande, il y a plein d'événements organisés. Vous allez pouvoir rencontrer des gens, aller à la semaine d'intégration. Vraiment, il y a plein de partenaires, il y a plein de goodies. Vous allez avoir des réductions, des invitations, plein de trucs. Vous allez rencontrer plein de gens. Voilà, au niveau des cours, c'est peut-être parce que j'étais en commerce international, mais il y avait énormément d'étudiants étrangers et surtout d'Asie. Donc, je savais pas trop avant d'y aller. Mais du coup, ça fait beaucoup de différences culturelles à gérer. Donc voilà, juste pour que vous sachiez. Vous allez vous y habituer. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut surprendre.
Et du coup, ouais, les clubs, c'est vraiment très cool pour se promener, par exemple. Moi, j'étais dans le club de bushwalking, donc c'était les randos et tout ça. Donc c'est trop bien. Vous avez un groupe, il y a des gens qui vous emmènent dans les parcs nationaux et tout ça, faire des randos. Et ça permet, encore une fois, de rencontrer des gens et tout. Donc c'est très sympa. Voilà, enfin, essayez de vous intégrer et, comme l'a très bien dit Laetitia, essayez de rester avec d'autres gens que des Français, même si sur la photo que vous voyez, tout le monde est français, mais c'est pas grave, promis, après, je suis pas restée qu'avec des Français. Voilà, c'était très très court. Je vous ai laissé mon Insta parce que si jamais vous avez d'autres questions, parce qu'évidemment je peux pas tout présenter rapidement, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Les rédigez pas avec ChatGPT s'il vous plaît, c'est insupportable. Donc voilà, n'hésitez pas et puis voilà. Vous avez pu récupérer ceux qui voulaient. Bonjour à tous, du coup moi c'est Clarisse Nadal, je suis partie aux États-Unis, au Texas, à Austin pour un semestre, le semestre dernier là. Donc je suis en LEA, en anglais chinois exactement, bon, après c'est pas trop d'importance, mais du coup vous pouvez choisir une destination américaine, mais bon ça vous le savez. Pour les démarches, j'ai recensé plusieurs démarches, notamment le visa, pour le visa américain à Paris, j'ai tout converti en euros. Donc 175, il faudra vous déplacer à Paris et quand vous le ferez, faites bien attention de marquer qui vous l'envoie parce que j'ai fait l'erreur de ne pas le marquer. Enfin, je pensais que je l'avais marqué et au final, j'ai dû demander à quelqu'un de Paris de me l'envoyer. Passeport sur les Padja, c'est 80 €. L'avion, je vous conseille de le prendre plus tôt. Donc écrivez à votre fac là-bas pour vous demander la fin des cours. Comme ça, vous pouvez prendre le billet dès que vous pouvez. Le CEVIS, Laetitia en a parlé aussi, donc c'est 200 €. Le TOEFL, vous l'avez d'énormément déjà passé. Donc au total, en comptant le billet d'avion, pour moi ça m'avait coûté 1865. Et donc il faut tout faire le plus rapidement possible. Pour le logement, j'ai pris la décision de d'abord prendre un hôtel pour chercher sur place, pour éviter les arnaques. Parce que ça, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et donc, si on vous demande de verser de l'argent en avance, une caution ou pour réserver, c'est une arnaque. On en a eu plein, et plein de gens qui se sont fait avoir, c'est que des arnaques. Aussi, je ne recommande pas du tout les coops. Je ne sais pas si c'est que au Texas que ça existe, mais en fait, dites-vous que c'est le logement universitaire délabré. Vraiment, c'est tagué, carrément, ils sont cloués avec des placards en bois, c'est un enfer. Et c'est soirée tous les jours et tout. Après, si vous êtes là-dedans, c'est très bien. Ensuite, je recommande aussi d'être en colocation, non seulement pour pratiquer l'anglais, mais aussi parce que c'est beaucoup moins cher. Et quand je vous dis beaucoup moins cher, c'est-à-dire qu'une chambre tout seul, le minimum que vous trouverez par mois, c'est 1200 et c'est vraiment le minimum. Moi, j'ai payé 620 € pour être à 2 dans la même chambre. Et dans la colocation, en tout, on était 6. Ça s'est très bien passé. Et donc, c'était comme ça. J'avais la chambre d'en haut et j'avais la chance d'avoir une coloc qui parlait français aussi, une Italienne qui parlait français et donc on s'entendait tous super bien. On a fêté la Thanksgiving chez l'une de nos colocs à Houston et on se rend pas compte comme ça mais c'était très très grand. Donc pour 650 $ du coup, c'était très bien. Chaque bâtiment a toujours une salle de sport. Ils ont toujours aussi une salle d'études. Donc ça c'est pas négligeable. Pour les cours, je vous conseille de bien vérifier les cours, le nombre de crédits, parce que de base, je devais partir en Oregon, mais le nombre de crédits d'un de mes cours ne correspondait pas. Du coup, j'ai dû être retransférée dans une autre fac. Donc, vérifiez bien le nombre de crédits. Ce qui est pratique, oui, c'est qu'on peut créer notre propre emploi du temps, mais souvent, il y a des gros intercours, donc on va devoir attendre longtemps. Et les places sont limitées. Après, ils sont assez sympas. Ils se rendent compte qu'on est étudiant étranger, donc oui, ils vont nous mettre prioritaire parfois. Parfois non. Ça dépend. Pour des conseils, le conseil le plus important pour moi, c'est vraiment parler, sociabiliser, faites des connaissances, sortez à tout prix, vraiment. Assister au plus d'événements, ça revient à ce que je dis. C'est-à-dire que vous rencontrez plein de gens et que je pense que 60% de votre séjour, ça va être les rencontres que vous allez faire et les activités que vous allez faire. Vraiment, 40%, ça va être la ville en soi, toute seule. Mais vraiment, c'est hyper important. Les endroits connus, faire tous les clichés aussi.
Vraiment, c'est la meilleure chose à faire pour vraiment vivre l'expérience. Ce qu'il ne faut pas faire, du coup, c'est rester chez soi. J'ai eu la chance, et je vous le recommande, d'avoir une personne qui aime sortir et qui voulait sortir avec moi, donc ma coloc. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'on voulait faire une sortie, on s'écrivait, on allait toutes les deux. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'étais un petit peu timide de partir toute seule faire telle ou telle chose. Oh, un bowling, bah, je n'ai pas trop la confiance, au cas où je parle à personne. Donc, entourez-vous de gens qui aiment sortir. Ne pas parler aux natifs, bien évidemment, faut pas faire ça, parce qu'on est là pour un peu apprendre leur langue. Donc ça, c'est toutes les bonnes connaissances que j'ai pu faire. Et donc, en haut à gauche, c'était toutes mes colocs. On avait de toutes les nationalités. Et il faut savoir que là où je suis allée, en tout cas, ils sont très, très, très sympathiques et très ouverts d'esprit. C'est les gens les plus gentils que j'ai rencontrés de ma vie. Et ils vont venir vous parler comme ça dans la rue. À n'importe comment les gens viennent vous parler, ils n'ont vraiment pas peur de venir parler aux gens. Et donc, il ne faut pas avoir peur de leur parler non plus, parce que pour eux, ce n'est pas forcément arrière-pensée ou quoi, c'est pure gentillesse, c'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est des petits trucs que je me suis dit qu'il ne fallait pas oublier. S'assurer de pouvoir retirer sans frais étrangers, oui, parce que moi, j'ai une banque française, je l'ai gardée. J'ai pris l'option américaine, j'ai retiré plein de fois, et un jour, je regarde un peu mes relevés bancaires, et je vois, en fait, on m'avait pris 80 € entre tous mes retraits. Donc vérifiez bien qu'il n'y a pas de frais. J'ai pris une assurance française aussi. Donc j'ai pris Chapka. C'était environ 300 € pour les 4 mois où je suis partie. Je la recommande fortement parce que c'est celle qui couvre le mieux pour son prix. Il y a aussi sûrement une assurance scolaire à payer là-bas, comme a dit Laetitia. Et la mienne était de 1 600 €. Elle est obligatoire. Et c'est bien précisé qu'on ne peut pas faire d'exception pour les étudiants étrangers, donc il faut la payer. Et elle assure moins bien que la française. Donc si vous êtes un peu casse-cou, prenez une française aussi. Ne partez pas avec une valise pleine, ou gardez au moins une valise cabine ou quoi vide, parce que vous allez prendre plein de souvenirs. Et je vous le dis, on a dû laisser plein de choses là-bas, parce qu'on avait abusé sur tout ce qu'on avait pris. Je vous conseille aussi de visiter d'autres États, parce que là-bas, les billets d'avion sont bien évidemment beaucoup moins chers. C'est comme un billet de train pour nous en Europe. Donc moi, pour ma part, je suis partie à Las Vegas. Et prenez les billets d'avion en avance sur Skyscanner, c'est ce que j'ai fait. C'était vraiment pas cher. C'était 150 l'aller et retour. Donc ça vaut vraiment le coup. Photos et vidéos sans modération, bon ça, je pense que c'est une évidence, parce que c'est les souvenirs. Vous pouvez travailler sur place, et je le recommande. Je ne l'ai pas fait. Ma coloc l'a fait et elle travaillait 4 heures par semaine, donc c'est pas beaucoup, ça laisse le temps pour visiter tout. Et gagner du coup environ 60 €. Donc 60 € par semaine, c'est pas mal pour 4 heures de travail. Ils payent très bien là-bas en général. Pour un salaire minimum, ça va être 13 € de l'heure. Par contre, oui, c'est comme a dit Laetitia, c'est que dans le campus que vous pouvez travailler. Et si vous travaillez là-bas, vous devrez avoir un compte bancaire américain par contre, même si c'est que pour un semestre. Moi, je n'avais pas. Si vous partez à l'année, prenez un compte bancaire américain aussi. Mais pour un semestre, si vous ne travaillez pas, ça passe très bien. Il faut aussi un numéro, j'ai oublié de le marquer. Un numéro américain, c'est obligé. Et ça va être très pratique parce que là-bas, eux ne peuvent pas vous écrire. Donc si vous faites des amis, vous ne pouvez pas leur donner votre numéro. À la limite, votre WhatsApp. Mais pour eux, c'est pas très commun, WhatsApp et tout ça. Non. Ils utilisent MeChat, quelque chose comme ça. Faudrait que je le retrouve. Ah oui, les vaccins aussi. Il y a des vaccins obligatoires par certaines universités. Il y en avait un que j'avais pas, que j'ai dû faire du coup. Donc pareil, regardez bien en avance, parce que des fois, il y a des vaccins, on peut les faire la première dose tel jour et la prochaine 3 mois après. Donc renseignez-vous très vite au cas où. Après, normalement, pour Texas en tout cas, ils proposaient de les faire sur place, gratuitement aussi. Donc ça, c'est pas mal. J'ai sûrement oublié des choses, mais du coup, je vous ai laissé mon Instagram au cas où, si vous voulez écrire. Je serai particulièrement renseignée sur le Texas. Après, pour les US de manière générale, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de changements d'une fac à l'autre. Donc n'hésitez pas. Et bravo à vous tous d'avoir été sélectionnés pour votre départ. Merci. Merci beaucoup. Juste avant de laisser la parole aux 2 dernières étudiantes, j'ai oublié de vous dire, pour votre passeport, il doit être valable, tous pays confondus, 6 mois après votre date de retour, impérativement. Si votre passeport est expiré,
pas de panique, il y a encore temps. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la mairie de votre lieu de résidence. Vous pouvez aller voir des mairies de petites communes qui auront peut-être moins de demandes. Et vous avez un site qui est super. Moi, je l'ai utilisé l'année dernière pour refaire mon passeport. C'est vitemonpasseport.fr. Ça vous trouve autour de vous une mairie avec des délais raisonnables pour refaire votre passeport. Donc, si votre passeport expire en dessous des 6 mois, par contre, faites-le maintenant, quoi. Voilà, parce qu'il y a quand même, même si vous trouvez un rendez-vous rapidement, après, il y a quand même le délai pour que la mairie refasse votre passeport. Je vais laisser la parole à notre étudiante qui était partie au Québec. Vous m'entendez bien tous, même derrière. Ok. Dur en vrai de résumer 6 mois en 10 minutes. Je vais faire de mon mieux. N'hésitez pas à me couper si je prends beaucoup de temps. Ça risque d'arriver. Moi, je suis juste très émue d'être devant vous parce qu'il y a 1 an, on était à votre place et c'est fou comme en 12 mois, ça passe comme 2 semaines. Donc, moi, juste pour un peu de contexte, je suis en M2 commerce international en parcours individualisé à l'IAE et je suis partie pour le premier semestre du coup de mon M2. Donc, je suis rentrée là il y a 2-3 mois. Je ne suis toujours pas passée à autre chose. Je suis maintenant en stage, donc de fin d'études. Et voilà, j'étais à Montréal, au Canada, à l'UQAM. Je ne sais pas combien d'entre vous... Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour voir qui va à Montréal ou au Québec en général? Ok. Je vais essayer d'être useful. N'hésitez pas à noter vos questions si jamais il y en a pour la fin. Pas fun l'administratif, surtout au Canada. Nulle part. C'est fun nulle part l'administratif. Mais donc comme Laetitia l'a très bien dit, pas de CAQ, pas de permis d'études, pas de visa, vraie demande de visa pour les Français. Par contre, moi, je ne suis pas française. J'ai dû faire un visa visiteur, même pour 6 mois. Donc, s'il y a des non-citoyens français, donc des gens qui n'ont pas la nationalité, qui vont au Canada, même pour 3 minutes, il vous faut un visa. C'est compliqué, c'est long, donc faites-le vraiment au plus vite. Et c'est via le site IRCC. Je peux répondre à vos questions aussi, parce que ce n'est pas souvent facile de tout comprendre seul. Moi, j'ai mis 4 mois. J'avais fait ma demande en avril. J'ai eu mon visa même pas 10 jours avant le départ. Donc, j'étais comme ça. Parce qu'à tout moment, je pars pas et je loupe le semestre. Donc, voilà, pour les Français, ça ne devrait pas être compliqué. Tout se fait en ligne, tout est rapide. Et pour les départs de 1 an, maintenant, c'est plus simple que nous, quand on a fait nos démarches, donc il y a 1 an. Ensuite, pour l'assurance maladie pour le semestre et l'année, ne soyez pas lazy. Faites vraiment la demande de formulaire. C'est celui-là, SE 401, etc. Parce que ça va vraiment vous permettre de ne pas payer l'assurance là-bas. Et c'est un avantage parce qu'il n'y a pas tous les pays qui ont ce partenariat avec le Québec. Donc, faites-le remplir. Comme ça, vous partez. En 2 semaines, vous avez la carte de RAMQ. J'ai mis 1 an pour avoir ma carte vitale en France. Ça va vraiment très vite là-bas. Donc, prenez bien le formulaire. Signez-le vraiment de la part de tout le monde. Et vous pouvez le faire comme Laetitia l'a dit, dans pas longtemps, là, dans quelques semaines, dans même 1-2 mois maximum. Et si jamais ça ne le fait pas, l'UQAM va vous obliger de toute façon, en tout cas pour ceux qui vont à l'UQAM ou à McGill ou autre, de prendre l'assurance de l'université en question. Et normalement, c'est une assurance qui va coûter $300 à $400 par semestre, donc à peu près 200-250 €. Pour le choix de cours, vraiment, ça rigole pas. Le moins, le mieux, parce que c'est vraiment très, très dense. Moi, j'ai toujours voulu aller au bout aussi de cette expérience académique, de me dire que j'ai vraiment envie de travailler. Donc, j'ai pris 5 cours. 5 cours en maîtrise au Canada, c'est vraiment un suicide volontaire. Donc, ne faites pas ça. Je ne sais pas encore l'équivalence des crédits. Elle a peut-être bougé, mais prenez le moins aussi en prenant 2 ou 3 cours, surtout en master. Donc, la maîtrise là-bas. Si en prenant juste 3 cours, vous validez vos 30 crédits au semestre, ne prenez que 3 cours. Moi, j'en ai pris vraiment le 4e pour le fun, pas fun, et le 5e pour apprendre une langue. Ça, par contre, je recommande, parce que l'UQAM, surtout l'UQAM, je me concentre sur l'UQAM, mais elle propose au sein de l'école de langue un choix pour vous de vous inscrire à un cours de langue gratuitement.
C'est des cours de très, très, très bonne qualité, très bon accompagnement. J'ai fait un bond en espagnol en 4 mois que je n'aurais pas fait en beaucoup de temps ici ou ailleurs, parce qu'ils ont un très, très bon accompagnement. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? Le plan d'études, donc, il est à faire valider. Je ne sais pas si vous avez fait ça encore ou pas, mais si... Oui, ok. Vous avez dû voir que ça part très vite. Petite précision... Quand vous arrivez, si le cours ne correspond pas à vos attentes, si vous n'aimez pas, si le prof, pour X raisons, vous avez encore un délai pour changer ça. Et ça, c'est dans toutes les universités au Québec. Vous avez 10 ou 15 jours post-début de semestre, voire plus, pour drop out of the course sans le fail, sans ne pas le passer et l'échanger avec un autre cours. La vraie différence entre les cours ici et les cours là-bas, c'est que ils sont très, très orientés recherche. On va vous faire lire un bouquin de 500 pages pour trouver une phrase. Donc, c'est vraiment... Alors qu'en France, on va vous donner la phrase. On va vous dire, si vous voulez lire le bouquin, vous êtes libre. Là-bas, c'est assez autonome. C'est vrai qu'il y a une vraie relation avec le prof, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de lectures, beaucoup de travail individuel. À votre place, l'année dernière, on m'a dit ça, j'ai sous-estimé. Et j'étais pas prête. Quand je suis arrivée, j'ai vu vraiment la quantité de travail, elle était... très, très grosse. Surtout que j'avais 5 cours. Encore une fois, the less, the better. Ils vont pas aimer ce que je dis ici, mais bon. J'ai noté des choses dans mon téléphone parce que je pense que j'ai oublié. Pour les gens qui reviennent faire un stage pour le 2e semestre, n'oubliez pas de vous y prendre tôt, parce que ce n'est pas évident quand on est à l'autre bout du monde de gérer aussi le fait qu'il faut que je retrouve un stage en revenant en France pour ne pas être trop late dans tout ce qui est mémoire, convention, etc. Donc, pensez à ça. Et pour les livres, achetez en dernier recours les livres parce que c'est du gaspillage d'argent. Je pense que vous n'allez pas les ramener avec vous ici. Je n'ai ramené aucun livre, même ceux que j'ai achetés. Donc, checkez au début toutes les BU de Montréal. Si vous êtes à Montréal ou du Québec, à Montréal, il faut savoir, c'est vraiment une très, très grosse ville étudiante. Il y a toutes les grosses universités là-bas, Concordia, McGill, UQAM et plein d'autres. Faites le tour des unives réellement avant d'acheter les livres parce que vous n'avez pas besoin réellement de les acheter. Il y en a que vous pouvez trouver sur des sites en ligne, il y en a que vous pouvez partager avec un collègue si jamais il y a quelqu'un qui veut acheter, qui veut pas garder le livre avec lui, vous pouvez faire ça. Il y a certains cours qui demandent des packs Harvard Business Review obligatoirement, donc là on peut pas échapper parce qu'ils savent si vous l'avez acheté ou pas et ils vont vous suivre jusqu'à ce que vous payiez le pack. Voilà, je pense avoir fait Il y a aussi la BANQ, c'est très important, c'est une très très grosse bibliothèque à Montréal, accessible à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir là-bas parce que souvent les livres qui ne sont dans aucune de ces grosses biblios des universités, c'est parce qu'ils sont à la BANQ. Et vous avez une très bonne référente surtout pour les gens qui vont à l'ESG, donc l'équivalent de l'IAE. Elle s'appelle Mireille, c'est vraiment comme une maman, donc vous allez voir, elle est très très réactive, très gentille et très à l'écoute. N'hésitez pas à lui poser toutes vos questions. Ensuite, logement et transport. Sûrement essayer de trouver des colocs. Le safe, c'est avec des Français, mais moi je vous conseille surtout au Québec, n'allez pas voir les Français parce qu'il y en a plein. Il y en a plein ici aussi, donc vraiment profitez de cette coupure un peu pour aller voir autre chose. Et c'est souvent mieux pour la pratique des langues, pour vraiment sortir de sa zone de confort, d'aller voir des internationaux. Ce qui marche beaucoup là-bas, c'est the marketplace de Facebook. Ils sont très Facebook. Tous les groupes, c'est des groupes Messenger, c'est pas Insta. Ils sont vraiment. Donc, si vous avez désactivé comme moi votre compte Facebook en 2015, réactivez-le parce qu'il va vous servir là-bas. Donc, ils ont aussi ce shared house concept de grosses maisons, par contre, parce que même en plein centre de Montréal, il y a des maisons de 12-13 chambres. C'est hallucinant, c'est impressionnant. Moi, j'ai fait une soirée là-bas et je me suis dit, je sais pas comment ils font pour vivre. Mais c'est très, 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 très fun et c'est beaucoup moins cher. Il y a ce qui s'appelle des IVO. IVO, c'est des résidences, c'est une chaîne de résidences étudiantes. Moi, je n'étais pas là-bas, moi j'étais en coloc, mais c'est une très très bonne résidence. Il y a plein de gens qui étaient là-bas. Et le prix, il est plus cher que la coloc, mais moins cher que les résidences random. Et les résidences de l'UQAM sont très très peu chères. Donc si vous avez l'occasion de postuler, de candidater, je sais pas comment on dit, faites-le parce que ça coûte vraiment moins de $500 canadiens, je pense.
ce qui est très peu. Ça fait entre 300 et 400 euros. Même dans mes rêves, j'ai pas vu ça. Vous allez peut-être devoir considérer l'option Airbnb parce que c'est très très cher. Et parfois, le Airbnb a plusieurs. Ça ramène à moins cher. Il n'y a pas vraiment des trucs de contrat, de caution, de banque, etc. Donc ça peut être une option aussi. Moi, j'ai plein de potes qui ont fait ça. Pour le logement, c'est vraiment une ville très très étendue. Il y a des choses à faire partout. Donc, je vous conseille de sortir un peu de votre quartier aussi à Montréal. J'ai déjà touché 10 minutes, c'est OK. Je vois mon temps. OK. Je vous ai dit, je vais trop parler. Donc, juste bien vérifier le quartier avant de se poser. Parce qu'il y en a qui sont pas très rigolos, on va dire, et bons à vivre. Mais c'est très très bien desservi. Donc si jamais vous êtes un peu excentré, moi j'étais excentrée, tout le monde me disait oh, tu es là-bas, mais oui, mais j'étais à 30 minutes, je rentrais limite plus rapidement que les autres, donc tout va bien, c'est bien desservi. Montréal à vélo, c'est génial. Le Vélove de là-bas, c'est le Bixi. C'est plus cher, mais ça en vaut le coup quand vous arrivez en septembre jusqu'à octobre, parce qu'après il fait froid et du coup ça n'a plus de sens. Et sinon, le réseau de transport, il est à 60 Canadiens par mois, c'est-à-dire 40 € sur toute la zone de Montréal. Je trouve ça correct pour une ville comme ça. La partie un peu triste, c'est le budget. Mais pour être honnête, on a souvent tendance à dire ça va nous coûter 2 000 €. Oui, il peut facilement coûter 2 000, comme il peut coûter 10 000, comme il peut coûter 1 000 € le mois. Donc c'est vraiment en fonction de vous. Mon conseil, c'est bien sûr, faites le plus possible pour aller là-bas et ne pas devoir beaucoup trop compter ce qu'on fait et ne pas devoir se restreindre. Mais ça peut vraiment, si jamais vous n'avez pas le choix et que vous êtes en low budget, c'est faisable. C'est faisable si en moyenne votre logement il coûte 550 $ canadiens avec le transport. Les sorties, les voyages, honnêtement, j'ai pas mis ce que moi ça m'a coûté parce que c'est n'importe quoi. Mais j'étais prévenue. Enfin, je savais que j'allais dépenser une très très grosse somme d'argent, donc j'ai pas mis pour pas vous faire peur. Mais c'est très possible de faire. Vous fixer votre budget dans une ville comme Montréal, c'est très très possible. La seule chose qui est très importante, c'est du coup le logement, c'est votre charge fixe qui est très très grosse. Ensuite, quelques tips et conseils, autant logistiques et administratifs que même personnels. Les universités rentrent beaucoup dans le détail. On vous parle en gros comme si vous avez 4 ans dans les mails. Il faut cliquer sur rentrer vraiment dans tout ce détail parce que si on ne le fait pas, on loupe beaucoup d'informations. Ils rentrent dans tout le détail et ils sont très slow avec nous, avec les étudiants internationaux, parce qu'ils savent que c'est très très compliqué de venir de l'international. Donc vraiment faites cet effort de rentrer à chaque fois, suivre, être sûr qu'on a tout lu, qu'on a tout validé, parce qu'il y a toutes les infos, toutes nos questions, il y a les réponses dans les mails de ces gens-là et qui mettent beaucoup de temps à les faire aussi. Bien sûr, participer à tous les événements de lancement, Welcome Week, Montréal Paddy Papers, Montréal à pied, tout ce que vous voulez, ne loupez pas, parce que c'est là où vous allez potentiellement vous faire votre premier groupe qui va vous suivre sur les prochains mois. Pour le forfait téléphonique, ne prenez pas de forfait au Canada, c'est trop cher. C'est trop cher. Gardez votre forfait ici. J'ai pris une option Canada plus 5 € par mois. Donc je suis restée dans un budget très correct versus des budgets qui sont à 50-60 $ canadiens pour 10 gigas par mois. Donc gardez votre forfait ici et rajoutez une option. N'allez pas à n'importe quel supermarché parce que c'est très très cher. Je vous conseille Super C. Toronto, c'est partout, c'est pas que à Montréal. Il est peu cher, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut là-bas. Les marchés sont plus rentables pour les fruits et les légumes et sont plus sains. Et c'est un vrai sujet, vraiment. La qualité de la nourriture là-bas, c'est catastrophique si on compare avec la France. Faites attention à ce que vous mangez parce que le corps, il bouge. C'est peut-être un conseil que personne ne vous a dit avant, mais moi, on me l'a pas dit. Mais tout ce qu'on mange là-bas, c'est pas aussi qualitatif que ce qu'on mange ici. J'ai fait des tests vraiment avec, je vous raconterai plus tard parce que c'est très informel, mais mangez bien, essayez de manger sain et tout, de ne pas manger n'importe quoi parce que la qualité est très différente. Pour les équipements d'hiver, n'allez pas tout de suite acheter parce que ça coûte très très cher. Dans les universités toutes, surtout l'UQAM, il y a comme une friperie pour les étudiants en échange. Donc vous allez pouvoir aller soit acheter des choses très très peu chères, soit louer, soit juste on va vous prêter un manteau d'hiver qui coûte à la base 1000 balles mais que vous allez utiliser 8 semaines pour le rendre à la fin. N'allez pas tout de suite acheter.
À l'UQAM, vous avez, et dans toutes, encore une fois, je mets UQAM, mais dans tout Montréal, vous avez accès au centre sportif. Donc, si vous faites du sport, n'hésitez pas, c'est des bêtes de salle, c'est des très, très beaux équipements. Profitez-en, n'allez pas payer des abonnements à l'extérieur. Pour le compte en box, je déconseille de faire un compte canadien, sauf si vous êtes obligé. Si vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin de le faire. Gardez un compte Bourso, Revolut, n'importe lequel, et vous l'alimentez de votre compte. Et comme ça, vous traquez. Et puis, c'est plus sympa de devoir payer $30, mais de voir qu'il n'y a que 20 € qui se sont débités du compte. Très, très important, il y a une très, très forte culture de tips, de pourboire. On va vous faire la gueule très, très vite s'il y a pas 10-15% de votre facture qui en plus pour le tip. Et vraiment, faut vraiment respecter ça parce que c'est comme ça qu'ils touchent leur salaire. Ils sont bas, mais ils se font de l'argent grâce aux tips. Donc, c'est très différent d'ici. Pour moi, c'est une obligation, le tip. Donc je l'ai dit, évitez de manger trop fréquemment à l'extérieur, avoir une somme en cash canadien pour éviter de rentrer dans ce truc de j'ai besoin de retirer ou quoi. Essayez de partir avec une somme. Moi je suis partie avec une petite somme, une somme en canadien en cash, comme ça si j'ai eu besoin de payer en cash, ce qui est rare, je n'avais pas besoin de penser à comment retirer, etc. Voyager. Et pour les voyages, c'est la voiture ou l'avion. Le train, c'est très cher, très lent et pas fou. Pas très rapide, pas très développé. Donc moi, je vous conseille l'avion et le train. Et la voiture, pardon. Et comme j'ai dit, c'est des big users de Facebook et Messenger. Est-ce que j'oublie quelque chose ? À l'arrivée, à l'aéroport, ne rigolez pas avec la douane. Quand on vous dit déclarer tout ce qu'il y a dans votre sac, c'est très, très important. En cash, exactement au centime près ce que vous avez. Moi, j'ai pas rigolé en arrivant au Canada, c'est long. Ne prenez pas avec vous de la nourriture. Rien du tout, parce qu'on va tout vous jeter. Ils ont tendance à dire, oui, il faut juste pas prendre de la viande, mais même s'ils vont voir une banane dans votre sac, ils vont pas être contents, ils vont jeter la banane et ils vont vous faire perdre du temps pour rien, ça va vous stresser à l'arrivée. Donc, soyez très honnête à la déclaration, puisqu'il y a une phase on déclare ce qu'on a dans notre sac, dans notre poche quand on arrive. Ensuite, ça j'ai dit, il y aura un événement qui est organisé par l'Auvergne-Rhône-Alpes à Montréal pour tous les anciens ou les étudiants en échange qui sont de toute la région. Partez à cet événement. C'est un événement de réseautage qui est très, très important. Moi, ça m'a beaucoup servi au niveau des connaissances, donc n'hésitez pas à y aller. Le Black Friday. Pareil, comme elle a dit avant moi, ne partez pas avec une valise très, très lourde. Moi, je pense que j'ai fait un shopping là-bas comme jamais de ma vie parce que c'est vraiment réel. Le Black Friday là-bas, ça rigole pas. Il y a vraiment des réductions qu'on ne voit jamais ici. Donc, pareil, conseil, prévoyez ça dans votre tête parce que c'est très, très fort. Restez ouvert d'esprit, bien sûr. Évite ce qui te ressemble, c'est important parce qu'on a tendance, surtout à Montréal, de se retrouver très vite avec des Français parce que dans une salle comme ça, où il y a 200 étudiants en échange, sur les 200, il y a une centaine de Français. Donc, naturellement, on va aller voir des gens qui nous ressemblent, qui parlent notre langue, qui viennent du même endroit que nous. Moi, vraiment, je vous déconseille fort, fort de faire ça parce que ça va très vite limiter ça va très vite, en fait, mettre des limites à ce que vous venez faire. Osez faire ce que, peut-être, en France, vous n'osez pas faire. Tout en restant fidèle à soi-même, bien sûr, mais vivez ces 6 mois à fond, parce que vous savez que ça commence, ça finit. Donc, faites ce qui se passe entre le début et la fin, ça restera là-bas. Détachez-vous de la France, c'est important parce que la time zone, différence d'heure, elle est très, très gênante quand on reste attaché à ce qui se passe en France. On m'a pas aussi donné ce conseil de me détacher vraiment de l'horaire. Bien sûr, il y a toute la famille, moi, qui est encore plus loin que la France pour moi, mais on m'a pas dit de me détacher. Il faut se détacher, que ce soit pour l'Australie ou pour tout le monde, parce que si on se détache pas et qu'on reste fixé à quand mes potes ou ma famille se réveille, donc je m'adapte. Alors, on est très vite, en fait, encadré dans notre téléphone et c'est un vrai risque. Sortez de Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver, si vous avez l'argent et le temps. New York, bien sûr. Enfin, il y a plein de choses à faire. Il y a beaucoup de hikes à faire. C'est une nature folle là-bas. Et vous allez vivre 4 saisons en 4 mois. Donc, soyez prêts aussi au niveau ce que vous mettez dans votre valise en termes de vêtements, tout ça.
Je parle beaucoup, je vais faire vite. À Montréal, les gens, ils disent « tu », ils disent pas « vous », même quand on se connaît pas. Moi, ça m'avait un peu surpris au début, parce que même dans les trucs les plus fancy, on va vous servir peut-être un verre de vin à 20 balles, il va venir « tiens ». Il va parler de façon très, très informelle, très, très close. Il n'y a pas de vraie limite ni hiérarchie. Même les profs, on appelle le prof avec son prénom. Moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais été à l'aise, mais faites-le. Soyez à l'aise, vous pouvez. Tout le monde se tutoie. Tout le monde, quand on va rentrer dans un shop, salut, ça va? Ils vont pas dire bonjour, c'est trop formel pour eux. Ils vont vous demander si ça va, demander oui, ça va. Et toi, même si un peu on est pressé, on s'en fout, c'est toujours bien vu. Voilà, ça j'ai dit. Il fait très froid, mais profitez du froid, parce que c'est des expériences qu'on n'a pas ici. Il y a beaucoup de SDF et la weed est légale là-bas. Je le dis pas pour vous, vous le savez sûrement, mais je vous le dis parce que vous allez voir des trucs dans la rue, des gens, des scènes qu'on ne voit pas beaucoup en France. Donc juste évitez le eye contact avec ces gens parce qu'ils sont très gentils quand on ne les regarde pas et quand on n'adresse pas leur... quand on passe et on trace et on ignore. Donc un peuple très accueillant, très gentil, très souriant, mais ils sont méfiants. Vous allez avoir l'air qu'ils sont très gentils, ils sont très accessibles, mais dès que le cours est fini, il va partir. Donc faites un extra step pour montrer que vous êtes... soyez proactifs en fait dans la relation avec les locaux. C'est très multiculturel, il y a des natures et des couleurs de partout. Un froid qui fait très très mal, mais c'est pas grave, c'est ponctuel. Une responsable d'étudiants, comme je vous l'ai dit, à l'ECAM, qui est très très gentille, et des hauts et des bas, sûrement, c'est l'étranger. On est seul, mais on n'est pas réellement seul parce qu'il y a 15 000 autres personnes qui sont dans la même situation. Très rapidement en images, donc à gauche, les deux images, Montréal, à droite, Toronto. Je vais passer vite, mais le type d'activité que j'ai fait, du canoë, du kayak, j'ai jamais fait ici, j'ai jamais eu l'occasion. Les chutes de Montmorency, des villages qui ressemblent à des Lego house, à des Lego villages. Enfin, c'est vraiment, ça sort du réel. Sur ces photos, il n'y a aucun filtre. C'est juste des couleurs folles qu'on trouve peut-être que à Montréal ou que au Canada. Mais l'automne, il faut profiter. Moi, je n'aimais pas faire de randonnée. J'en ai fait 15, je pense. C'est parce que c'est très, très, très magique. Encore plus magique. Sans le téléphone, avec les yeux nus, c'est encore plus beau. Tout le ciel, il bouge, et ça, c'est des choses que je pense pas qu'en allant au nord de Lyon, je vais retrouver. Donc, vraiment, faites des choses comme ça. Les horreurs, enfin, là, j'ai les poils, tellement c'est fou comme expérience. Un match de NBA, la fête à moins 12 degrés. Là, il faisait même pire. Tout le monde s'en foutait, ils étaient tous à l'extérieur, ils faisaient la fête. Un spa à ciel ouvert alors qu'il faisait moins 22. Et cette photo, pas pour vous montrer que vous allez vous faire des potes, vous allez sûrement vous faire des potes, mais il y a autant de nationalités que de gens sur cette photo. Et c'est vraiment la magie de l'échange et la magie de cette initiative que vous prenez. J'ai trop parlé, désolée. C'est très important, sortez de votre zone de confort. Et la magie, elle arrive outside of your comfort zone et très loin de ce que vous faites d'habitude. Vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, j'ai parlé 22 minutes précisément, mais s'il y a encore des questions, des interrogations, n'hésitez pas. On peut se faire un groupe, sortir tous ensemble avant votre échange, échanger sur tout ce que vous voulez. Et voilà, si vous avez un peu de place dans votre valise pour moi, je suis chaud. Merci, j'ai trop pris du temps. C'est pas grave. C'est super, merci. Je vais laisser la parole, désolé, c'est long. Je vais laisser la parole à la pauvre Amandine qui a attendu tout ce temps, qui est partie en Nouvelle-Zélande. Merci d'avoir attendu jusque-là. Donc, je m'appelle Amandine Blanc, j'ai 22 ans et je suis actuellement en master muséographie à Lyon 3 et je suis partie l'année dernière lors de ma licence 3 d'histoire. Donc, moi, je suis partie à l'Université Victoria, Wellington, en Nouvelle-Zélande. Donc, je suis plus amène de vous parler de cette université, mais si vous avez des questions sur Auckland, je pourrais y répondre aussi. Ou vous mettre en contact avec des gens qui sont partis là-bas. Donc, l'université, elle se trouve à Wellington, c'est la capitale de la Nouvelle-Zélande, mais c'est pas la plus grande ville. Auckland est beaucoup plus grand, même Christchurch, c'est encore un peu plus grand. Wellington, c'est une ville qui se trouve au sud de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande. Petit point sur la météo. Ne vous attendez pas à la météo australienne, c'est pas du tout le cas. La météo de Wellington, c'est Lyon en pire. On est sur une des villes les plus venteuses au monde. Et quand on parle de vent, on parle de vrai vent. On parle de vent qui peut vous faire tomber par terre.
sur les pires jours. Mais comme ils disent là-bas, il n'y a rien qui bat Wellington sur un bon jour. J'en ai vécu là-bas et on vous dit 24 degrés, c'est un ressenti 35. Le soleil est très très fort, bien plus fort qu'en France. Donc pensez-y aussi. Au niveau de l'université, c'est une université qui se trouve en centre-ville. Donc, il n'y a pas vraiment un énorme campus comme sur les universités américaines, mais plutôt 3 ensembles de bâtiments. Donc, Kelburn, qui est là pour les lettres et sciences, c'est le plus grand campus. C'est là où vous allez avoir la plus grande bibliothèque et la plupart des bureaux également. Vous allez avoir Tayaro, qui est les arts plastiques et le design, mais c'est un petit campus et je ne connais pas vraiment beaucoup de gens qui ont eu l'occasion, enfin des étudiants en échange qui y allaient. Et vous avez Pipitea, qui est le droit, marketing et commerce, et qui se trouve en contrebas de la ville. Donc vous avez un très très grand choix de cours, et vous devez en choisir 3 à 4 par trimestre. Ils fonctionnent par trimestre là-bas, mais un trimestre, c'est l'équivalent d'un semestre chez nous. Comme mentionné auparavant, 3 à 4, c'est largement suffisant. N'en prenez pas plus. On ne se rend pas compte de la charge de travail que ça représente. Ils disent que normalement, un cours, ça a à peu près 20 heures de travail par semaine. Donc, pensez-y. Vous êtes aussi là pour profiter du pays. Au niveau de l'année scolaire, ce n'est pas du tout comme chez nous. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un an complet, vous allez arriver en juillet pour le début du trimestre 2. Ensuite, vous allez avoir la fin des cours au niveau du mois de novembre, 4 mois de vacances en plein milieu de l'année. Puis, vous allez recommencer le trimestre 1 jusqu'à fin juin. Au niveau des cours, du coup, beaucoup de travail à la maison, beaucoup de readings qui sont des fois obligatoires, des fois ils ne le sont pas. Vous allez très vite être submergé. Il y avait certaines semaines, j'avais plus de 200 pages à lire, en plus des cours. Il n'y a pas tout qui est obligatoire à lire. Si ce n'est pas obligatoire et que vous sentez que vous n'en avez pas besoin de le lire, lisez rapidement, mais ne lisez pas chaque phrase, sinon c'est juste pas possible à faire. Mais après, du coup, il y a beaucoup moins d'heures de cours comparé à la France. Et grand avantage, tous les cours à Victoria sont filmés et disponibles sur Internet. Donc, si vous avez raté un cours, vous pouvez le rattraper après. Ensuite, c'est toujours mieux d'aller en cours pour déjà avoir un vrai emploi du temps et faire des rencontres et pouvoir échanger avec les professeurs qui sont beaucoup plus accessibles qu'en France. Pareil que dans les autres pays, vous les appelez par leur prénom, ils vous connaissent parce que c'est aussi beaucoup moins d'élèves par salle. J'avais des cours où on n'était que 20. Les gens vous connaissent, ils retiennent votre prénom, ils savent qui vous êtes, etc., etc. Donc, vous allez avoir des relations beaucoup plus proches avec les profs et c'est très agréable. Un cours, en général, c'est une lecture, donc un cours, un CM, comme chez nous, plus l'équivalent d'un TD. Selon les cours, vous pouvez avoir 2 à 3 CM par semaine et 1 ou 2 tutoriels par semaine. Au niveau de l'évaluation, ça sera des tests, des essais à rédiger et des présentations orales pour certains cours. Les essais, très très importants, comme mentionné avant, ils sont très à cheval sur l'usage de ChatGPT et sur le plagiat. Tout est passé au logiciel, ils le reconnaissent, ils le voient et ça peut être très vite très très problématique pour vous. Vous avez des outils, par exemple, nous, tout était mis en ligne. Enfin, votre essai, vous n'allez pas le rendre en main propre, vous allez le mettre sur Internet. Ils vont vous proposer de regarder, de le faire passer directement en détecteur de plagiat pour voir si vous avez un pourcentage qui est haut. Et donc, vous pouvez très bien modifier votre essai pour voir ce qui ne va pas. Vous allez avoir accès à beaucoup de ressources, ce qui est très, très bien, beaucoup d'aide. Enfin, vous avez une très grande bibliothèque, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vous avez de quoi faire et vous avez en même temps encore accès à vos ressources de Lyon 3, si jamais vous avez besoin d'aller voir d'autres choses. Oui, après, du coup, demandez au professeur même de relire vos plans pour vos essais. Vous avez un service, un bureau qui est dédié à l'aide aux étudiants. Ils peuvent relire vos essais, ils peuvent vous aider à structurer. Moi, je sais que j'avais fait un workshop pour avoir la méthode de l'essai qui est très différente de ce qu'on est habitué en France. Et vous avez les office hours, donc en gros c'est 1 à 2 fois par semaine, votre professeur est dans son bureau et vous pouvez aller le voir pour vous demander des choses par rapport aux cours, par rapport à vos rendus. Surtout n'hésitez pas à y aller, ça peut être très 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 intéressant. Et faites attention à vos mails, il y a beaucoup beaucoup de communication qui passe par là. Vos professeurs vous contacteront toujours par mail s'il y a besoin. Je sais qu'ici, il y a Moodle où ils peuvent faire des messages, etc., etc. Ici, c'est avec les mails. Et aussi, vous avez des sortes de délégués de classe par cours.
Donc c'est un représentant des élèves, n'hésitez pas à leur faire des retours, à leur demander, à poser des questions, ils sont vraiment là pour vous. Et vous allez souvent avoir un groupe Facebook ou un groupe Instagram par cours, donc partagez avec ça, les autres élèves peuvent être là, à l'écoute aussi pour vous. Au niveau de la vie étudiante, vous avez, alors je sais qu'il y a le Students Office pour les étudiants internationaux et l'External Student Office, c'est vraiment votre plus grande aide. Ils sont vraiment là pour vous, ils vous épaulent pour tout et n'importe quoi. Ils ont un numéro qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, j'ai une copine qui a dû aller malheureusement à l'hôpital. Elle leur a téléphoné à eux, ils sont venus l'aider. Donc vraiment, ils sont là pour vous. Vous avez aussi un buddy programme où vous allez avoir comme en France, où vous allez avoir un étudiant néo-zélandais qui va vous parrainer et qui va vous aider. Énormément d'événements pour faire des rencontres. Participer à la semaine d'intégration, c'est très très important. Aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais Wellington, du coup, c'est la capitale politique du pays. Toutes les ambassades organisent des événements. Donc, si vous voulez faire des rencontres à l'international, mais aussi avec le retrouver des Français, si ça vous manque, n'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup de clubs, beaucoup d'associations. Vous en avez vraiment pour tous les goûts. Peu importe ce que vous faites, vous trouverez un club qui vous correspond. Je sais que aussi, ça peut être intéressant pour beaucoup de gens en France. Il y a un club de ski qui organise chaque année un super voyage avec toutes les autres universités de Nouvelle-Zélande. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Il y a une salle de sport, il y a 2 salles de sport dans 2 des campus. Elles sont à très bas prix comparées à la France. Donc aussi pareil, foncez. Et beaucoup de partenariats pour les étudiants et beaucoup de réductions. Ayez toujours votre carte étudiante sur vous. Vous pouvez vraiment avoir beaucoup de choses. Pareil pour les bus, vous avez accès au Student Fair. Donc, vraiment, profitez d'être étudiant et d'avoir votre carte étudiante toujours sur vous. Et après, pour le travail, par contre, c'est là où c'est un peu compliqué. C'est que vous n'avez pas le droit de travailler si vous avez un visa 6 mois. C'est que 1 an et c'est 20 heures par semaine, mais temps plein pendant les vacances scolaires. Et vous pouvez travailler partout. Donc, pas que sur le campus, mais aussi à l'extérieur. Alors moi, j'ai travaillé à l'Alliance française, personnellement. Je donnais des cours de français. Ils recherchent souvent. C'est très, très intéressant. Et je vous déconseille, par contre, de travailler dans les cafés. Vous allez travailler dans des conditions qui sont un peu compliquées et où vous n'allez pas forcément être très bien payé ni très bien traité. Pour le logement, si vous en faites la demande, l'université vous proposera un logement. Les prix sont plus élevés qu'en France. Il y a plusieurs. Vous avez, en tant qu'étudiant international, vous avez accès qu'à 4 résidences sur les 8 que Victoria a. Donc, si vous en voulez plus de détails, je vous donnerai mon Instagram ou ce que vous voulez pour vous en parler un peu plus, parce que c'est un peu compliqué. Le prix est plus élevé, mais moi, je vous conseille d'y aller parce que déjà, le coût de la vie à Wellington est assez important, surtout au niveau de l'immobilier. C'est une ville, la Nouvelle-Zélande a une crise du logement en ce moment. Les locataires ont beaucoup moins de droits qu'en France. Pareil, les cautions, vous n'allez jamais la revoir. S'il y a des problèmes dans votre colocation, ça ne sera pas le problème de votre propriétaire. Les logements sont souvent insalubres. Après, si vous êtes à l'université, vous avez quelqu'un vers qui vous retournez. Pas forcément quand vous avez un logement privé. Mais si vous voulez aller avoir quelque chose un peu moins cher, vous pouvez toujours prendre dans le privé. Du coup, au niveau du quotidien, le coût de la vie est légèrement plus élevé qu'en France, mais ça dépend pour les choses. Au niveau de la nourriture, je vous conseille, si vous voulez manger des légumes, d'aller au marché. Dans les supermarchés, il y a littéralement 3 légumes disponibles et qui vont moisir en 2 jours. Donc, si vous ne voulez pas manger que des carottes et des avocats pendant 1 an, allez au marché. Aussi, Wellington, c'est une ville qui est extrêmement culturelle. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours un festival de n'importe quoi. Les quartiers organisent des festivals qui sont super intéressants. Vraiment, foncez. Il y a des groupes Facebook qui listent tout ce qu'il y a à faire à Wellington chaque week-end et chaque jour. Regardez, ça vaut vraiment la peine. Vous allez vous retrouver à faire des choses un peu improbables, mais c'est vraiment ça aussi l'expérience à l'international. Et si vous travaillez, demandez votre numéro IRE. C'est comme pour l'Australie. On va vous prendre des sous au début, puis après, on va vous les rendre. Donc, quand vous rentrez en France, demandez votre remise d'impôt parce que vous n'allez pas payer la TVA en Nouvelle-Zélande. Vous n'êtes pas résident. Et alors, pour y penser, vérifiez que vous avez toutes les pièces demandées avant de commencer le processus du visa. Moi, je n'ai pas fait ça. Et mon processus de visa, au lieu de prendre 2 semaines, il a pris 2 mois.
Et du coup, c'est des moments qui sont assez stressants. J'avais les mains qui tremblaient à chaque fois que je voyais un email du service des visas néo-zélandais. Aussi, écouter des vidéos et des audios avec un accent néo-zélandais. C'est pas du tout l'accent auquel vous êtes habitué. Les premiers jours où je suis arrivée, où mes colocs néo-zélandais me parlaient, je ne comprenais rien. Donc, vous allez commencer à douter de votre niveau d'anglais. Ne doutez pas, vous êtes bon. C'est juste l'accent néo-zélandais auquel on est très peu habitué. Mais en quelques mois, vous allez vous y faire. Et aussi, vous allez commencer à l'adopter, ce qui est assez surprenant. Si vous voulez voyager dans le pays pendant vos 4 mois de vacances notamment, c'est toujours mieux d'avoir un permis. Vous n'êtes pas obligé de le faire traduire, mais c'est toujours mieux de l'avoir. Et aussi penser aux dépenses dites exceptionnelles, du coup le coût du visa qui est quand même assez important, faire son passeport, l'assurance de la fac, elle est très bien. Prenez ça. Vous pouvez encore avoir des waivers, mais c'est compliqué. Il faut que vous donniez votre police d'assurance traduite en anglais, ce que vous n'avez pas forcément. Donc vraiment, prenez l'assurance de la fac. Surtout que si vous avez l'assurance de la fac, vous pouvez aller au service médical où vous avez accès à peu près tous les médecins possibles, imaginables pour $0. Vous avez une pharmacie dans la fac où tout est littéralement remboursé directement. Donc vraiment, prenez l'assurance de la fac. Pour 1 an, ça m'a valu $400. Donc ça nous fait à peu près 250 €. Ça vaut vraiment la peine. Et aussi, je vous conseille de ne pas aller dans les médecins de l'extérieur de la fac. Ça va vous coûter cher pour pas grand-chose. Vous avez des médecins dans la fac, profitez-en. Je crois que j'ai tout dit. Je vais voir si j'ai des choses à rajouter. Pour les gens qui sont à L3 et qui ont mon master à faire, pensez bien à demander votre relevé de notes à Victoria pour pouvoir le mettre sur mon master, parce qu'il ne vous l'envoie pas après le premier semestre. Il vous l'envoie qu'à la fin de votre séjour, si vous faites 1 an. Donc demandez-le. Moi, j'ai dû le payer. J'ai des copines qui ne l'ont pas forcément payé. Oui, à l'aéroport, s'il vous plaît, déclarez tout. Surtout si vous avez des chaussures de randonnée, ils sont capables d'ouvrir votre valise pour vérifier qu'il n'y a pas de la terre sous vos chaussures. Donc nettoyez vos chaussures de randonnée. Vous pouvez vous prendre des amendes qui sont très salées si ils se rendent compte que vous avez ramené des choses qui sont interdites. Déclarez tout, même si vous avez une brosse à dents en bambou et un collier avec des coquillages, dites-le. Mieux vaut tout déclarer que se faire prendre à la douane. Ils sont pas rigolos, comme l'Australie. Et le service international de la fac peut vous donner une carte SIM néo-zélandaise. Donc ne prenez pas forcément un forfait néo-zélandais, c'est très cher pour pas grand-chose aussi, mais demandez une carte SIM parce que si vous travaillez et si vous voulez faire des choses un peu... ou si vous avez besoin de téléphoner à des gens, vous pouvez juste changer vos cartes SIM sans forcément avoir un besoin de prendre un forfait là-bas qui coûte très cher. Et je crois que... Ah oui, juste pour vous déplacer dans le pays, il y a des trains, mais c'est assez cher, il n'y a pas beaucoup de lignes. C'est plus compliqué qu'en France. Vous avez des bus intercités, mais c'est assez long. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est assez grand, on ne s'en rend pas compte. Et surtout, les routes, c'est pas comme chez nous. Il y a très peu d'autoroutes, donc vous allez très vite vous retrouver sur des petites routes de campagne perdues. Et du coup, malheureusement, c'est beaucoup d'avions qui coûtent parfois 20 €, littéralement, pour travailler. Enfin, je sais qu'en Auckland-Wellington, sur les meilleurs jours, c'est 20 €. Donc voilà, c'est important. Et oui, faites attention aux avions. C'est un pays qui a beaucoup de tempêtes. Donc vous allez souvent, des fois, vous retrouver coincé dans les aéroports. Ça m'est arrivé plusieurs fois parce qu'il y a des tempêtes. Voilà, juste pour vous prévenir de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me demander mon contact si vous avez plus de questions. Je reste à l'écoute et je peux vous mettre en contact avec des gens qui sont allés à Auckland. Je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. Je crois que j'ai tout dit. Merci. On va passer enfin aux questions. Oui, je voulais juste savoir, une fois qu'on a eu la réponse du coup de l'université, du coup on fait notre demande de visa, et est-ce qu'on doit attendre... est-ce qu'il y a beaucoup de chances qu'on n'obtienne pas le visa? Du coup, est-ce qu'il faut prendre le billet d'avion quand même Non, normalement, j'ai jamais eu de cas, il me semble, d'étudiants qui n'ont pas eu leur visa, surtout que là on est début avril, donc...
Ah oui, sauf si vous vous trompez dans la demande de visa. Mais comme je disais, il y a des étudiants qui m'ont dit, n'hésitez pas. Enfin, il y a des tutos YouTube ou Google pour voilà. Vous avez le contact de l'étudiante qui est partie aussi à Sydney. Si vous avez des questions, mais normalement, il n'y a pas de raison. Alors oui, vous pouvez prendre votre billet. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut valider votre année pour partir. Ça, c'est indispensable parce que même là, si l'université australienne vous a accepté, si vous ne validez pas, votre faculté ne vous laisse pas partir. Vous avez un doute sur la validation de votre année ? Donc une fois qu'on a validé l'année et eu la réponse de l'université, on fait la demande de visa et là c'est bon, on est quasiment sûr. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas sur la demande de visa qu'on peut se faire avoir au dernier moment, quoi. Non, normalement non, il n'y a pas de raison. Hein. Après, oui, je sais que pour les billets d'avion, voilà, vous êtes pressés parce que plus vous attendez, plus c'est cher. Moi, je conseille quand même d'attendre, d'avoir au moins l'acceptation de l'université partenaire avant de prendre le billet. Parce que, imaginons, c'est très très rare, mais ça peut arriver de pas être pris. Et là, vous vous retrouvez avec un billet d'avion à un prix conséquent, ou alors de prendre un billet remboursable, quoi, éventuellement. Parce que sinon, c'est quand même compliqué. Pour la validation de l'année, je pense que normalement, sauf erreur de ma part, il n'y a en général pas trop de problèmes. Vous êtes sélectionné pour partir à l'étranger. Ça veut dire que vous êtes des étudiants d'un bon niveau. C'est déjà arrivé, hein, mais ça reste quand même rarissime. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Du coup, moi, c'était juste au niveau des stages pour la licence 3. Enfin, du coup, on peut être exempté ou on doit le passer. Enfin, on ne sait pas du tout comment. Licence 3 de quoi ? De l'IAE, du coup, en L3. Moi, j'avais une question pour les permis d'études. Parce que du coup, mon université, ils m'ont dit que les réponses, on les aurait fin mai. Mais du coup, j'ai peur que ça soit un peu short pour obtenir du coup, le permis d'études. Quelle est votre université d'accueil ? L'université de Toronto. Ok, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous disent fin mai, ils ne vont pas vous l'envoyer avant. Non, normalement, c'est bon. Hein. Ça vous laisse quand même... vous allez partir courant août. Ce qu'il y a, c'est que dès que vous avez la lettre d'acceptation de l'Université de Toronto, tout de suite, vous commencez les démarches. Vous pouvez déjà aller sur les liens là, que je vous ai mis dans le PowerPoint, regarder un petit peu quelles sont les démarches, rassembler tous les documents, notamment financiers, parce qu'on va vous demander une preuve de capacité financière, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Vous rassemblez tous les documents, comme ça, le jour où vous avez la lettre d'acceptation, vous êtes prêt, en fait. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Les délais sont longs, mais voilà. La plupart des universités canadiennes ne répondent pas avant le mois de mai, de toute façon. Hein, donc, et c'est pareil, je vois, à part les Américains qui anticipent un petit peu plus, et encore pas tous, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est là que tout le monde commence le plus tôt, et c'est eux qui ont les deadlines les plus tard, contradictoirement. Donc, de toute façon... vous n'avez pas trop le choix. Enfin, moi, je ne vais pas faire changer d'avis l'Université de Toronto. Hein, s'ils vous disent qu'ils envoient fin mai, c'est pas parce que je leur demande qu'ils vont les envoyer avant. Ce sont des énormes universités qui ont des milliers d'étudiants internationaux payants et en échange. Donc, ça leur prend beaucoup de temps de traiter toutes les candidatures. Ils font au mieux et ils dépendent aussi des services d'immigration pour les lettres d'acceptation et tout ça. Donc, voilà, ils sont aussi tributaires de ça. Ce qu'il faut juste, c'est être prêt, avoir les documents prêts. Quand vous avez la lettre, c'est le dernier document qui vous manque et là, vous pouvez y aller. Oui. Juste ouais. Moi, j'avais juste une petite question. Une fois qu'on a qu'on a rempli l'application forms, la lettre d'acceptation de l'université, c'est eux qui nous l'envoient. On n'a rien à faire. Oui, vous partez où ? Là, à Queens. Comment ? À Kingston, du coup, au Canada. Ok, Queens University. Oui, c'est eux qui vont l'envoyer. C'est forcément le partenaire qui l'envoie. D'accord. Ouais. Ou alors, parfois, ça peut être moi qui reçois, mais je crois que c'est plus le cas aujourd'hui.
depuis le Covid et la dématérialisation, normalement, ils vous l'envoient à vous. De toute façon, si jamais c'est moi qui la reçois, je vous contacte tout de suite pour vous dire que je l'ai. Et soit je vous l'envoie, soit vous venez la chercher. Ma question, elle concerne les masters et notamment si on doit passer par exemple le CIM. Moi, je sais que je suis à l'IAE, si on doit passer le CIM ou par exemple le TAGE pour entrer dans des écoles de commerce, est-ce que c'est possible de le faire à l'étranger ? Il me semble que oui. Hein. Oui. D'accord. Voir avec le service des études de l'IAE, du coup, pour le CIM ? Ouais, ok. D'accord, ok, merci. J'avais une question par rapport au transport. Si on veut pouvoir conduire aux États-Unis, est-ce qu'il nous faut du coup notre permis international et une assurance ? Il me semble que oui, ça sera peut-être à vérifier avec Clarisse là, qui a témoigné, là, qui a laissé son contact donc, dans le PowerPoint que je vais vous envoyer après. Il me semble qu'il faut le permis international, ouais. Oui. Mais je crois que ça se fait assez... Enfin, de ce que j'ai compris, ça se fait assez facilement. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors moi j'ai une question pour les étudiants qui partent qu'un semestre, mais le deuxième semestre, au niveau des délais pour le visa et les logements, faut juste attendre qu'on nous donne des nouvelles. Enfin, c'est pas pour moi personnellement, mais c'est pour quelqu'un d'autre. Alors j'ai pas compris. Pour les étudiants qui partent un semestre ? Un seul semestre, mais le S2. Au second semestre ? Oui. Oui. Alors la plupart du temps, enfin ça dépend des universités, mais normalement je n'ai pas encore nominé les étudiants qui partent au second semestre. Parce qu'en général, les partenaires ont deux dates. Une pour les départs à l'année et au premier semestre et une autre date de nomination et d'application form pour les départs au second semestre. Donc à part une ou deux universités, je crois au Canada, normalement je vais nominer plus tard, à la rentrée septembre-octobre. Ok. Mais ça dépend, pas hésiter pour ceux qui partent au second semestre, vous êtes minoritaires, à revenir vers moi que je vérifie. Mais normalement, ça se passera dans un second temps. Plutôt à la rentrée, à partir de septembre-octobre 2025. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Astrid ? Ah, pardon. C'est un peu personnel, mais il y a peut-être d'autres gens dans ma situation, mais j'ai pas reçu ni on m'a pas proposé ou demandé de faire un application form. J'ai directement reçu la lettre d'acceptation et les procédures à faire pour qu'ils m'envoient le formulaire pour la demande de visa, etc. Vous partez où ? À New York. À Baruch College ? Non, Brooklyn College ? Vous n'ont pas envoyé d'application form ? Non. Directement la lettre d'acceptation. Ils m'ont envoyé la lettre d'acceptation et tous les documents que je dois leur fournir pour la demande de visa. C'est formidable. On va envoyer plus de monde là-bas, écoutez. Oui. J'étais en copie de... Je pense pas parce qu'ils me l'ont envoyé sur mon adresse mail personnelle. Donc Ok. Vous avez communiqué. Vous êtes deux à partir dans cette université-là. Vous êtes en contact avec l'autre Non, parce que quand je vous avais demandé, vous m'avez dit qu'il y avait que moi qui partais là-bas. Ah, mais c'est Brooklyn College ou Brooklyn Law School ? C'est Brooklyn Law School. Ah, ok, d'accord. Oui, je confondais avec Brooklyn College, qui a un partenariat IAE. Effectivement, oui, vous êtes la seule. Écoutez, moi, il me semblait qu'il y avait c'est quand même assez singulier, mais après, si c'est Félicia qui vous a envoyé... Oui. Oui, ok. Elle sait ce qu'elle fait, c'est elle la coordinatrice, donc, écoutez, good for you, hein. Tant mieux. Ok, merci. Pour que tu fasses tes exercices. Pour ma part, je pars en CPUI l'année prochaine et du coup, au niveau du visa, vu que je ne sais pas dans quel pays faire mon stage, je ne sais pas au niveau du visa l'impact que ça a et du coup, si c'est possible avec le visa de faire un stage quand même à l'étranger. Vous partez dans quel pays du coup ? Au Canada. Au Canada, ok. Vous voudriez faire votre stage au Canada ? Idéalement oui, mais je ne suis pas fermée à le faire ailleurs. Mais du coup, vu que je vois que ça a un impact sur le visa,
Normalement, c'est si votre stage est au Canada, de toute façon, ça sera deux visas différents. Il y a le permis d'études et le permis de travail. C'est pas la même. Ça sera pas la même chose. Après, Donc, si c'est dans un autre pays, de toute façon. Dans un premier temps, déjà faire celui d'études. Puis après, Comment voir. Donc, dans un premier temps, je pourrais déjà faire celui d'études et après voir si je fais mon stage. Si vous partez un seul semestre au Canada, de toute façon, il n'y a pas besoin du permis d'études. Après, vous posiez la question par rapport au fait si vous faites au deuxième semestre votre stage au Canada, mais c'est pas le permis d'études qui marche pour les stages dans tous les cas. Donc voilà, ça sera le permis de travail. Okay. Donc à la rigueur, là, vous faites votre semestre d'études, vous n'avez pas besoin de permis d'études. Après, vous pouvez le demander quand même. Et après, pour le stage, dès que vous avez trouvé, là, il faudra faire un permis de travail si c'est le Canada. Et si c'est un autre pays, là, voir selon le pays en question. D'accord. Et je me souviens plus, avec le permis d'études, il y a possibilité d'avoir un job aussi étudiant sur le campus ou... Pour le Canada, oui, vous pouvez travailler sur le campus jusqu'à 20 heures par semaine. Ok, génial, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je crois qu'on est bon. J'avais une question par rapport aussi au groupe Facebook dont vous avez parlé pour les anciens étudiants qui sont partis soit dans le pays où on était ou dans l'université. Comment on pourrait avoir le contact ou le lien ? Je vous l'avais envoyé par mail, j'avais envoyé le nom des quatre groupes. C'était il y a longtemps, c'est peut-être noyé dans vos autres mails, c'est pas grave. Vous pouvez me faire un mail après et je vous renverrai le lien. Merci. D'accord ? Oui. Mais en gros, c'est partir en échange au Canada, partir en échange aux USA, partir en échange en Australie et partir en échange en Nouvelle-Zélande. Après, il faut que j'y aille et que j'approuve votre demande. Mais voilà, je vais aller y faire un tour là en fin de journée parce que je vais avoir pas mal de demandes aujourd'hui, je pense. D'autres questions ? Oui. Oui, en fait, moi, je pars aux États-Unis et je dois faire un stage aussi En fait, je pars un semestre et pour le deuxième semestre, je dois faire un stage. Est-ce que je peux me contenter juste du visa étudiant que demande l'université partenaire, ou alors il faut que j'ai un deuxième visa Normalement, c'est le J1. Je vous avoue que pour les États-Unis, je ne sais plus. Alors, c'est un peu compliqué les stages aux US parce qu'ils vous font Vous voulez faire votre stage aux États-Unis ? Idéalement, oui. Ouais. Mais sinon, il faut payer un sponsor, normalement. J'ai un peu commencé à rechercher. Pour faire le visa adéquat, en fait. Donc, c'est pas impossible, mais voilà, ça coûte un peu d'argent et c'est un petit peu complexe. Quant au visa, je ne saurais pas vous dire si c'est le même ou pas. Il faut que je fasse faut que je regarde, ou que je me renseigne auprès d'autres étudiants. Si vous pouvez revenir vers moi, peut-être demain ou début de semaine prochaine, le temps que je me renseigne. Parce que là, comme ça, je ne sais pas. Mais à mon avis, ça sera un visa différent. Hein. Moi, ça rejoint la question par rapport au groupe Facebook. Donc, en fait, là, je suis sur Facebook et je pars au Canada et je ne trouve pas le groupe Partir en échange au Canada. Vous ne trouvez pas le groupe ? Non, j'ai plein de Partir groupes, en échange au Canada ? Mais pas avec cet intitulé-là, en fait. Ce que je vais faire, c'est qu'en envoyant les présentations, je vais vous renvoyer les noms des 4 groupes exacts. Et comme ça, voilà, ça sera plus simple et plus clair pour tout le monde. Je ferai ça dès que cet après-midi ou demain. Pas de souci. D'autres questions ?